Bonsoir. Donc voilà, aujourd'hui, Mathieu Denis, ni plus ni moins Mathieu Denis, qui a une carrière, ma foi, extraordinaire. Vraiment. Ce que je pourrais dire par rapport à Mathieu Denis, c'est que c'est un homme d'une grande culture et c'est un philosophe. Il prend des œuvres d'art et il les amène en société et il crée des débats avec ses films. Il parle de son époque, il parle de sa personne, de son époque, du Québec en général, il parle de souveraineté, il parle d'identité. C'est vraiment un grand cinéaste. Et d'ailleurs, sa carrière est formidable dans le sens où on parle aussi de son travail avec Simon Lavoie. Donc Simon Lavoie et Mathieu Denis ont fait 2 films, entre autres, ensemble. Donc on parle de ceux qui font les révolutions à moitié n'ont fait que se creuser un tombeau. C'est un titre, là. Ceux qui font les révolutions à moitié n'ont fait que se creuser un tombeau, qui est un film fort de genre 3 heures qui débute avec comme 6 minutes dans le noir, avec du Alan Ovanes. Pas plate quand même. C'est vraiment un film comme qu'on pourrait qualifier d'art et d'essai. Donc c'est vraiment un film fascinant, ni plus ni moins fascinant, vraiment. Je trouve que on n'en parle peut-être pas assez aussi de cet homme et du travail qu'il fait aussi. Et l'autre film d'ailleurs, je l'ai mentionné, donc ceux qui font les révolutions. Et l'autre film qui est Laurencie, donc il nous explique aussi ce que ça veut dire Laurencie, mais c'est un film sur l'identité. Donc quand on parle d'être québécois, qu'est-ce que ça veut dire et quels sont les offres pas disponibles, mais possibles. Voilà. Quoi d'autre? Mathieu Denis, oui, on n'a pas eu le temps de parler de Corbeau. Corbeau, c'est le premier film qu'il a fait tout seul, le premier long, en fait, qu'il a fait tout seul. Donc, Corbeau s'attarde sur l'histoire, grosso modo, d'un jeune de 16 ans qui vient d'une famille très conservatrice italo-québécoise, qui parle en anglais puis en italien à la maison et qui vote libéral. Et ce jeune garçon-là réussit à joindre les rangs du FLQ. Et à 16 ans, il meurt parce qu'il dépose une bombe dans le Dominion Textile. Donc, voilà, ça traite de FLQ. Je vous le conseille. C'est vraiment, vraiment, vraiment excellent. Donc, on parle d'art, on parle de politique, on parle de philosophie. Et, écoutez, que dire d'autre à part bonne écoute? Donc, je vous invite dans 3, 2, Mathieu Denis, merci d'avoir accepté malgré ton horaire extrêmement chargé. J'apprécie grandement. Ça me fait plaisir. Merci pour l'invitation. Mais ça fait plaisir. Première question. Tu es né où et en quelle année? Moi, je viens de Boucherville, donc de la rive sud de Montréal, banlieue. Vraiment, là, ça peut difficilement être plus banlieue que ça. Je suis né en 1977, donc voilà, j'ai 45 ans aujourd'hui. Ouais. Parfait. Puis, je suis curieux, quel genre d'enfance t'as? Est-ce que tu viens du Boucherville? Parce qu'il y a un quartier de Boucherville assez riche, il y a un quartier de Boucherville... En fait, il y a plusieurs quartiers, mais tu viens-tu d'un milieu aisé? Tu viens-tu d'un milieu plus... Oui, je viens d'un milieu aisé, je dirais. Donc, c'est ça, des parents... Mon père était avocat d'abord, ensuite juge. Ma mère était directrice d'école. Donc c'est ça. Oui, c'est un milieu aisé où, à partir du secondaire, je suis allé comme dans une école privée, tout ça. À Montréal, en fait, d'ailleurs. Donc, comment dire, il y a une partie de la connexion que j'aurais pu créer avec Boucherville à l'adolescence que j'ai pas vraiment créée parce que j'étudiais dans une autre ville. Et donc, c'est ça, tu sais, les gens, je connaissais pas beaucoup. J'ai perdu de vue un peu comme mes amis du primaire, par exemple. Puis, voilà. Mais oui. Donc, c'est un milieu aisé, mais tu sais qu'il n'y a aucun lien avec le milieu culturel. Mais mes 2 parents avaient un grand intérêt, par contre, pour... ils nous amenaient au théâtre, ils nous amenaient voir des concerts, des expositions. Ils lisaient beaucoup, puis moi, je lisais aussi beaucoup. Donc, c'est ça. Je pense que c'est clairement eux qui m'ont allumé les premiers là, à
à la culture, à l'art et à la culture. Génial. Puis je suis curieux, c'est quoi les premières œuvres qui te fascinent ou qui t'allument, qui fait que... En fait, au début, je te dirais que le premier film que j'ai vu au cinéma, je pense que ça, il y a vraiment eu un déclic dès ce moment-là. Pas uniquement pour le film, mais pour le contexte aussi. Puis, donc, ce film-là, en fait, c'est E.T. de Steven Spielberg. Mais j'étais allé voir ça. C'est ma grand-mère, en fait, qui m'avait amené voir ça. En fait, mon frère et moi. J'ai un frère qui est plus vieux que moi. Elle nous avait amené pour voir le film. C'était, puis là, c'est dans les années 80, 82, j'imagine. Donc, j'ai 5 ans à peu près. On va voir ça à Longueuil, donc à la place Longueuil, qui est un bijou, un joyau. Un joyau de l'architecture contemporaine. Et on arrive là, puis évidemment, le film est très populaire. Moi, j'ai aucune idée vraiment de ce que c'est. Là. Ma grand-mère avait dû me dire « Ah oui, il y a des extraterrestres », je sais pas trop. Et puis, je suis sûr qu'elle ne le savait pas beaucoup plus non plus, mais ma grand-mère adorait le cinéma. Elle voyait plein de films, mais sans aucune... discrimination, c'est-à-dire c'était pas une cinéphile, mais c'était quelqu'un qui voyait des tonnes de films puis elle allait voir ce qui jouait, peu importe c'était quoi. Et donc elle nous amène voir ça et là on arrive au centre d'achat puis là on rentre à l'intérieur puis il y a comme une énorme file pour voir le film. On est là pour la représentation de 7h, de 19h. On se met dans la file, on avance puis littéralement quand c'est rendu à nous de passer, le gérant du cinéma sort et il vient annoncer que pour E.T., c'est complet. Alors là, mon frère et moi, on est bien, bien déçus, mais ma grand-mère, elle dit, bon, c'est pas grave, on va prendre des billets pour la prochaine représentation. OK, parfait. Donc là, prendre des billets pour la représentation de 21h. Et là, déjà, moi, à 5 ans, je me dis, c'est incroyable, on va se coucher vraiment tard. Donc là, il y a comme une espèce de petite excitation, puis elle dit, bon, là, on va aller, on va tuer le temps en attendant. Donc, elle nous amène manger des frites dans un restaurant à côté. Après ça, il y avait comme, je sais pas trop, des arcades, on était joué à des jeux vidéo et tout ça, puis toutes des choses qu'on faisait plus ou moins, disons, avec nos parents. Et puis je pense que, et puis ensuite, on est allé voir le film, et puis voilà, et puis on s'est couché à 11h30, puis on était bien excités, puis enfin, moi, j'avais beaucoup aimé le film aussi. Mais je pense qu'il y a quelque chose que j'ai associé au cinéma à partir de là. Puis il y avait un côté... il y avait quelque chose de transgressif, en fait, dans toute l'expérience. Puis ça, je pense que ça m'a comme... tu sais, le médium, bon, à 5 ans, je sais pas qu'est-ce que j'en comprenais. J'ai aimé le film, mais en plus, j'ai comme aimé tout ce qui venait avec ce jour-là. Puis ça a fait un déclic. Puis après ça, j'ai toujours aimé voir des films, aller au cinéma et tout ça. Puis là, après ça, il y a plein d'œuvres que je pourrais te nommer qui m'ont marqué pour différentes raisons au fur et à mesure que j'ai vieilli. Là. Mm-hmm. Mais ça a été le premier déclic. Mais je serais curieux, parce que tu fais un cinéma qui est quand même... recherché, on va dire. C'est un cinéma qui plaît à une certaine frange, un cinéma, comme tu disais, je pense, transgressif, radical. C'est ce que j'aime, d'ailleurs. En tout cas, c'est ce que moi, j'y vois et c'est ce que je vais chercher. Mm-hmm. Puis je serais curieux, parce que E.T., il y a plus transgressif quand même que E.T. Fait que justement, c'est quoi les autres films qui t'ont habité ou qui t'ont marqué, tu sais, au courant de ta carrière? Écoute, il y en a plusieurs. Je te dirais, c'est ça. Après, tu vois, après avoir vu E.T., j'ai comme commencé un peu à être plus curieux, à m'intéresser à ça. Là, j'ai eu une longue période où ce que j'adorais, tout particulièrement, c'était le cinéma d'action. Donc, Arnold Schwarzenegger et Sylvester Stallone étaient mes maîtres à penser. Plus il y avait d'action, mieux c'était. Puis j'étais comme vraiment... c'est ça, j'adorais ça. Là. Puis toutes les occasions que j'avais de voir des films, plus particulièrement si c'était des films d'action, je les saisissais, même si j'étais quand même assez jeune. Puis voilà. Puis aussi, je lisais, je me souviens, il y avait comme... En tout cas, mes parents étaient abonnés à la presse. Là, puis il y avait le samedi, il y avait la section cinéma. Puis là, j'étais bien intéressé par qui jouait dans quel film et tout ça, puis voilà. Bref. Donc, ça m'intéressait. Après ça, peut-être la première chose qui m'a vraiment comme, je te dirais, allumé sur ce que ça pouvait vouloir dire d'être un réalisateur, puis aussi qui m'a comme un peu intéressé à un autre type de cinéma, puis c'est un peu ironique, mais c'est un autre film
de Steven Spielberg. OK. Et c'est un film que je suis allé le voir avec ma mère, en fait. C'est ma mère qui m'avait amené voir ça. C'est un film qui s'appelle The Empire of the Sun. Ben oui. Donc, qui est d'ailleurs, je pense, le premier film dans lequel Christian Bale a joué. Oui. Ouais. Et, petit garçon là-dedans. ouais. Et puis, d'ailleurs, c'est une performance assez exceptionnelle qu'il a faite dans ce film-là. Donc ça, je suis allé voir ça, j'avais 12 ans, en fait. Puis, c'est un film qui se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est comme dans un camp de prisonniers, en fait, de prisonniers anglais qui sont en Chine après que la Mandchourie a été envahie par le Japon. Et donc, évidemment, l'Angleterre est en guerre avec le Japon. Donc, les Anglais ont été arrêtés. Puis, donc, Christian Bale a été séparé de ses parents, en fait. Et il se retrouve seul dans ce camp de prisonniers dans lequel il va rester, je pense, pendant 3 ans. Puis, ce film-là, en fait, pendant que je le voyais, je savais pas trop quoi penser, en fait. C'était... Parce que je ressentais comme... Tu sais, c'était pas les mêmes émotions que je ressentais en voyant Arnold Schwarzenegger, je sais pas trop, là, anéantir un régiment de soldats communistes ou transpercer quelqu'un avec un tuyau d'aération, comme dans Commando. Mais donc, je ressentais vraiment pas la même émotion, mais je ressentais quelque chose. Il y avait quelque chose qui était vraiment troublant aussi. Puis, tu sais, le personnage principal avait mon âge. Il est comme entre 12 et 15 ans. Et puis c'est ça. Puis il y a une scène, en fait, qui m'avait vraiment, vraiment frappé. Puis je savais pas quoi comprendre de cette scène-là. Mais je pense que ça, c'est la première fois que j'ai comme cliqué sur, OK, il y a quelqu'un, quelque part, qui décide qu'est-ce qu'on voit puis à quel moment on le voit. Puis c'est ça. Puis cette scène-là, en fait, c'est comme, en tout cas, le personnage de Christian Bale se lie d'amitié pendant ses années en détention. Il se lie d'amitié avec un jeune garçon qui a son âge, qui est japonais, qui est le fils d'un des officiers du camp, en fait. Puis évidemment, ils sont chacun de leur côté de la clôture. Ils ne se comprennent pas parce qu'ils ne parlent pas le même langage. Un parle seulement japonais, l'autre anglais. Mais ils se lient quand même d'amitié. Ils jouent ensemble, des fois, chacun de leur côté de la clôture. Puis en tout cas, je ne veux pas tout compter l'histoire du film, mais vers la fin du film, Christian Bale va retrouver ce jeune garçon-là alors qu'ils ont 15-16 ans, les deux. Et puis, le jeune garçon porte un uniforme militaire japonais. Les gens qui étaient dans le camp de prisonniers ont été libérés par les Américains, en fait. Et là, il y a une espèce en tout cas, de quiproquo. Christian Bale retrouve son ami, est très content de le voir. Son ami est très content de le voir aussi, mais il y a des gens qui étaient dans le camp de prisonniers avec Christian Bale qui voient la scène de loin et qui pensent que Christian Bale se fait menacer par un soldat japonais. Puis eux, ils sont armés, bref, ils tirent sur le jeune homme. Puis le jeune homme, comme, s'effondre sous les yeux de Christian Bale. Et là, Christian Bale veut le réanimer parce qu'il a appris la réanimation cardiaque dans le camp. Et là, il le réanime, puis la manière dont c'est filmé, c'est qu'il y a un chant contre chant. En fait, on passe de Christian Bale au jeune homme japonais, Christian Bale, jeune homme japonais. Et là, à un moment donné, on revient à Christian Bale, puis on revient au jeune homme japonais dans son uniforme militaire. Mais là, c'est le visage de Christian Bale, en fait. Et là, c'est comme si Christian Bale se réanimait lui-même. Et ça, c'est quelque chose qui se peut seulement au cinéma. Là. C'est vraiment du langage cinématographique. Et je comprenais absolument rien. Mais comment ça se fait que soudainement, je vois Christian Bale se réanimer lui-même? Puis ça, je comprenais vraiment pas, mais ça m'avait marqué, ça m'avait comme choqué même. Puis j'essayais de comprendre, mais qu'est-ce que ça veut dire? Puis là, j'ai vu le film jusqu'à la fin, puis à la fin, il y a une scène vraiment particulière où, en tout cas, justement, le personnage de Christian Bale est réuni avec ses parents, en fait. Et puis là, sa mère le serre dans ses bras, puis lui, son visage est comme complètement absent d'émotion. Son regard est complètement vide, puis disons, dans ma position d'enfant de 12 ans, je me disais, si ça faisait 3 ans que je n'avais pas vu ma mère, je serais comme vraiment heureux, puis je comprenais pas. Puis le film se termine à peu près là-dessus. Donc là, ce que j'ai réalisé bien plus tard, c'est que, tu sais, quand Christian Bale réanime le jeune garçon japonais, ce qu'on comprend, c'est qu'en fait, si ce garçon japonais-là meurt, c'est le dernier vestige de l'enfance de Christian Bale qui va mourir avec ça. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus... Son innocence va mourir avec ce garçon-là, puis c'est pour ça que quand il essaie de le réanimer, presque maladivement, puis que quand on vient et qu'on réalise qu'il essaie de se réanimer lui-même, c'est lui qui essaie de sauver, pas juste son ami, tu sais. Puis ça, c'est comme incroyable d'arriver à faire passer une image comme ça juste avec le langage du cinéma. Donc ça m'a marqué. J'avais pas compris cette signification-là, mais je comprenais que ça disait quelque chose. Mais oui. Puis voilà. Puis j'ai comme ce souvenir d'être sorti du cinéma puis de m'être dit, OK, je comprends pas complètement ce que je viens de vivre, mais j'ai vécu quelque chose, je suis un peu bouleversé.
Et là, ça, c'était une nouvelle émotion que je vivais à travers le cinéma. Puis ça m'a vraiment dit... Ça, c'était comme le déclic où je me suis dit, OK, c'est quoi un réalisateur? Qu'est-ce que ça fait? Puis comment ça fonctionne? Comment on tourne un film, en fait? Puis là, à partir de là, je me suis mis à lire tout ce que je pouvais trouver sur le cinéma, des livres techniques, des biographies de réalisateurs, toutes sortes de choses comme ça. Puis c'est vraiment à ce moment-là que j'ai décidé que j'allais devenir réalisateur puis faire des films. Mais t'es vraiment perspicace parce que moi, ça m'a pris une école de cinéma pour vraiment être capable de lire les images, de voir l'intelligence derrière les messages que peuvent donner une image, puis de la manière que c'est monté, puis de la manière que c'est travaillé. Puis moi, c'est avec une école de cinéma, ou du moins avec des amis qui m'ont initié parce qu'eux avaient eu des cours de cinéma. Fait que je trouve ça impressionnant qu'à 14-15 ans, t'as trouvé comme le message derrière ces images-là, puis l'idée qu'au cinéma, on peut travailler. Tu sais, c'est parce que tout n'est pas tout cuit dans la bouche. Là. Tu sais, un kata, ça reste un kata. Là. Ça peut devenir poétique, peut-être dans le cinéma chinois ou japonais, ou même américain, mais c'est plus rare peut-être. Mais dans un cas comme ça m'impressionne que déjà là, tu avais cette intelligence-là ou de la perspicacité de voir que le cinéma, ça peut être autre chose aussi, où on peut travailler, où on peut voir autre chose. En tout cas, mais c'est ce que j'aime aussi de tout ça. Et je suis curieux, est-ce que... Parce que tu fais ça aussi, les images parlent beaucoup. Là, j'ai une scène en tête où, dans Ceux qui font les révolutions à moitié n'ont fait que se creuser un tombeau, où il y a une image de Justin Trudeau qui parle et l'actrice qui se retrouve à être aux toilettes à pisser, puis il y a comme une espèce d'effet Kuleshov, j'ai l'impression, ou quelque chose qui ressemble à ça. L'effet Kuleshov, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la fameuse expérience de tu mets une image d'un monsieur qui est peut-être neutre, et ensuite, je sais pas, un bol de soupe, et là, l'image se fait dans notre tête, la thèse, la synthèse, c'est quoi déjà? C'est la synthèse, non. La thèse et la synthèse. Non, la thèse et l'antithèse font la synthèse. Oui. Grosso modo. Je suis pas prof de cinéma, puis c'est une bonne affaire. Mais l'idée qu'on est capable d'associer dans notre tête une image plus une image qui nous fait penser à autre chose. Donc, par exemple, dans ce cas-ci, la fin. Bon, fait qu'il y a ça aussi que les images peuvent travailler. Fait que ça m'impressionne vraiment. Ouais. Je passerai à autre chose. Mais en fait, j'allais dire... je suis curieux, comment tes parents réagissent à l'idée que toi, tu leur dis que tu veux faire du cinéma? Est-ce qu'ils réagissent bien? Je pense que... au début, tu sais, quand je leur ai dit ça à partir de 12 ans, je pense qu'au début, c'est un enfant qui dit des choses. Là. Alors, je pense que ça avait comme... tu sais, je dirais pas jusqu'à dire qu'il se disait « ça va lui passer », mais il devait comme... Comment dire? Ils trouvaient ça charmant, mais ça les inquiétait pas. Je pense que ce qui les a peut-être plus inquiétés, puis c'était pas tant qu'ils voulaient pas que je fasse du cinéma ou que je fasse des films, mais ils s'inquiétaient que j'ai une vie difficile. Et donc, quand je leur ai dit... Parce que moi, j'ai gardé cette idée-là, j'y ai tenu mordicus. Puis donc, voilà, quand ça a été le temps d'aller au cégep, je suis allé étudier en cinéma, tu sais. Puis donc là, quand je leur ai dit, quand c'était le temps de choisir les fameux moments où il faut choisir... faut choisir l'établissement où on va, puis le programme qu'on choisit, puis là, tous les orienteurs qui nous disent toujours là, ferme-toi pas de porte, puis t'as des bonnes notes, tu devrais aller en sciences, je sais plus trop, là, en sciences, là, puis comme ça, tu vas pouvoir tout faire après. Moi, j'ai fait le contraire. J'ai dit, non, moi, je vais aller en cinéma. Donc, je fermais déjà beaucoup de portes, puis je suis étendu. À 18 ans, on ne ferme pas tant de portes que ça, là. Mais donc, je pense qu'ils ont trouvé ça difficile quand je leur ai annoncé ça, oui. Mais j'allais dire, par curiosité, t'es allé à quel secondaire? Parce que t'es allé le collège Jean-Eudes. OK, parfait. Donc là, tu vas à Jean-Eudes, école prestigieuse, respectée. Tu prends tes maths fortes, tes sciences fortes, et après avoir... T'es-tu pas pire à l'école quand même? C'est ça. J'avais des bonnes notes. Donc, t'as toutes les portes ouvertes. Fait que là, tu fais un choix. Papa qui est juge, maman qui est directrice d'école. Je décide, je vais en cinéma. Tu l'as-tu vécu comme... J'ai été courageux de faire ça? Tu t'es choisi? Est-ce que tu le vis comme ça au final? Non, pas du tout. C'est plus simple que tu pensais. Pas du tout, là. C'est-à-dire que c'était simplement ce que j'avais envie de faire. Puis ils m'étaient comme pas... Puis, tu sais, ça aussi, disons, peut-être c'est à l'honneur de mes parents. Ils m'étaient jamais venus à l'idée que quelqu'un me dirait « Non, tu peux pas faire ça ». Puis mes parents, ils m'ont pas dit « Non, tu peux pas faire ça ». J'ai comme l'impression qu'ils partageaient pas mon enthousiasme, surtout au début, je dirais. Puis encore une fois, je pense parce qu'ils se disaient « ça va être une vie difficile », puis ça l'est, c'est dur, la vie d'artiste.
Mais c'est ça. Mais il m'était jamais venu à l'idée qu'on me dirait non, tu peux pas faire ça, ou je me suis sincèrement posé la question, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Puis en fait, j'avais répondu à cette question-là il y a vraiment longtemps. Là. Donc moi, je faisais simplement, j'étais cohérent, puis je poursuivais sur la même route. Donc je me suis pas du tout dit, ah oui, c'est courageux. Moi non, qu'est-ce que tu veux faire? Ben, je veux faire du cinéma. Donc, dans quoi tu vas étudier? Ben, je vais étudier en cinéma. C'était très simple dans mon esprit. Puis c'est sûr que j'avais aucune idée de ce dans quoi j'embarquais. J'ai personne qui était artiste dans ma famille ou qui avait travaillé en cinéma ou dans n'importe quel autre domaine artistique. Donc, c'est sûr aussi qu'il y avait sûrement de l'inconscience à travers tout ça. Mais non, je pourrais pas dire... j'aimerais ça me lancer des fleurs, là, mais je pourrais pas dire que c'était un geste de courage. Puis, quand tu dis inconscient, je suis curieux, est-ce que avec tout le chemin que tu as parcouru aujourd'hui, tu serais prête à dire que ça en vaut la chandelle? Est-ce que ça te prend peut-être de l'inconscience aussi pour choisir ce mode de vie-là? Ou c'est comme une fatalité, c'est quasiment le milieu, ou pas le milieu, mais le métier qui est choisi? C'est une bonne question. Est-ce que c'est le métier philosophique aussi par moment. Je me souviens quand, en tout cas, parce que j'ai fait plein de choses dans mon parcours, puis à un moment donné, je travaillais au Film de l'Autre, qui est comme un collectif de cinéastes, mais il y a aussi une compagnie de production, puis en tout cas, bref. Et je m'occupais à l'époque, il y avait une salle de montage, puis je m'occupais de ça, puis il y avait... ça, c'est pas mal au début de ma carrière. Puis à un moment donné, j'avais comme décidé, parce que d'abord, je travaillais plus comme monteur, en tout cas. Et là, à un moment donné, je me disais, mais ce que je voulais faire, c'était réaliser, puis écrire et tout ça. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, bon, ça y est, j'y vais, j'écris un scénario. Puis quand je vais l'avoir écrit, je le fais. Puis là, il y avait, je me souviens, je pense que c'est François Delisle, en fait, qui était là. Puis quelqu'un lui avait dit, ah oui, là, Mathieu, il va aller faire un film, je sais pas trop. Puis il m'avait dit, ah, t'as décidé de joindre le sacerdoce. C'était comme ça qu'il voyait ça. Puis je comprends, avec le recul, je comprends un peu ce qu'il voulait dire. C'est-à-dire, c'est un engagement, ça nécessite un engagement assez profond parce qu'il y a tellement de moments de découragement puis d'obstacles qui parfois semblent infranchissables et tout ça, ça prend... faut s'armer de patience, il faut s'endurcir un peu aussi. Puis c'est ça, puis il faut s'engager dans ce qu'on fait, puis croire en ce qu'on fait, je te dirais. Donc c'est ça, là, ça répond indirectement à ta question. Est-ce que ça m'a choisi? Aïe, ça, je suis pas une personne très ésotérique, je te dirais. Je comprends, mais dans le sens où tu te verrais-tu faire autre chose? Ben, je suis content de faire ça. C'est drôle. En tout cas, j'ai eu une discussion avec d'autres cinéastes la semaine dernière à ce sujet-là. Puis malgré toutes les difficultés, puis comment dire? Ben, je pense que je serais malheureux si je faisais pas un métier créatif. Mm-hmm. Il y a comme... J'ai peut-être ce besoin de c'est une manière d'appréhender le monde, là. Puis en ce qui me concerne, c'est comme, je te dirais aussi, c'est comme une manière d'essayer de comprendre un monde que je comprends pas du tout, tu sais. Mm-hmm. J'ai bien de la difficulté à comprendre le sens de la vie. Puis j'ai bien de la difficulté à comprendre pourquoi, en fait. Pourquoi ce monde nous entoure. Puis pourquoi on en est là et tout ça. Pourquoi on est là, ça, c'est une autre question, mais... Et je pense que ça, c'est comme une manière que j'ai d'essayer de... Tu sais, c'est toujours une manière d'essayer de répondre à des questions que je me pose. Les films que je fais, c'est ça. Puis j'ai l'impression que je serais malheureux si j'avais pas cet exutoire-là dans ma vie, tu sais. J'ai l'impression que ça... Voir que peut-être que je sombrerais dans la dépression. Je comprends. Ça a un petit peu donné comme un sens à ma vie, je te dirais. Puis après ça aussi, ce que j'aime de ce métier-là, malgré ses difficultés, c'est que c'est quelque chose qui nous... C'est très vivant, en fait. C'est-à-dire, ça te force à rester vivant. Parce que, tu sais, tous les défauts de ce métier-là sont aussi ses qualités. Tu sais, la précarité dont on parle, mais ça fait qu'on s'installe jamais quelque part confortablement, tu sais, puis en se laissant bercer par nos idées préconçues et tout ça. On est comme toujours obligé de tout remettre en question, en fait, tu sais. On rencontre plein de gens tout le temps, tu sais, ben là, je te rencontre, on se connaît pas, mais tu es une personne que je rencontre que si j'avais un métier de, je sais pas trop, là, plus conventionnel, tu sais, il y a bien des rencontres comme ça qu'on fait pas. Ben oui, je suis toujours avec des gens de plein d'âges différents, tu sais, j'ai des amis beaucoup plus âgés que moi, puis des amis beaucoup plus jeunes, puis ça, c'est parce que c'est tous des gens qui
que je côtoie dans ce milieu-là, tu sais, je suis obligé de... Je veux dire, si tu veux faire des films, il faut que tu... Je veux dire, il faut que tu ailles voir les expositions, il faut que tu lises, il faut que tu écoutes de la musique, que tu tiennes un peu au courant de ce qui se passe, que tu ailles au théâtre et tout ça, tu sais. Puis sinon, tu stagnes, puis tu fais des œuvres convenues, puis ennuyantes. Fait que, tu sais, tout ça, ça m'a construit aussi, puis j'aime cet aspect-là qui vient de cette pratique-là, finalement. Donc, oui, ça vaut la peine. Je dirais peut-être très longue réponse pour dire oui, ça vaut la peine. Mais oui, c'est difficile aussi. Mais c'est absolument intéressant. Et j'allais dire aussi, ces questionnements-là, est-ce que c'est une des raisons pourquoi tu dis que tu lis beaucoup, puis aussi, tes œuvres sont remplies de citations, sont remplies de références au monde qui nous habite. Fait que je suis curieux, est-ce que c'est une des raisons pourquoi tu lis beaucoup? Puis j'imagine que oui. Et si la réponse est oui, as-tu un top 3, un top 5 de livres que tu pourrais même me conseiller, nous conseiller? Aïe, aïe, aïe. Là, je lis moins ces temps-ci parce que j'ai un enfant, puis là, j'ai moins de temps. Là. Mais un top 3 de livres, oui, certainement. Tu sais, des œuvres qui, moi, m'ont vraiment formé. Là, je te dirais très certainement La promesse de l'aube de Romain Gary. Okay. La condition humaine d'André Malraux. Ben oui. Puis probablement, troisième... là, je serais porté à dire L'étranger d'Albert Camus, mais je suis pas sûr que... C'est un livre que je trouve important, là, mais c'est dans les œuvres les plus formatrices... tu peux faire un top 5 aussi. Je te dirais peut-être... ça, c'est drôle, j'ai lu ça plus récemment, puis c'est une œuvre... un peu méconnu, donc peut-être je vais la mentionner, le Canadien français et son double de André Boutillette. Donc ça, c'est pas un roman, c'est un essai. Ben oui. C'est une plaquette. Ça m'a appris plus sur ce que c'est que d'être un Canadien français ou un Québécois. Il parle d'ailleurs des changements d'appellation dans ce livre-là. C'est comme s'il avait presque fait en tout cas, c'est une profonde analyse de la psyché québécoise. Là. C'est presque une psychanalyse du Québécois type. C'est vraiment, vraiment intéressant. Ça nous permet de comprendre bien des choses sur là où on en est aujourd'hui, là d'où on vient, évidemment, par où on est passé. Puis ça m'a vraiment... Ça m'a même troublé, cette lecture-là. OK. C'est sûr que je me jette dessus puis je le lis. Génial. Et ensuite... Cégep, tu vas à quel cégep? Est-ce que tu fais des films qui sont bons et ensuite tu les proposes à l'université? Est-ce que tu es un universitaire en cinéma? Comment ça fonctionne? Non, pas vraiment. En fait, moi, même, c'est plutôt le contraire. Parce que, tu vois, je suis allé en cinéma, j'étais vraiment passionné. J'étais passionné, puis ça a été vraiment difficile, mes études. C'est même tout ce qui était toutes les étapes là, qui étaient supposées être les plus importantes, là, comme par exemple au cégep, c'était 2 ans le programme. Là. Puis, tu sais, dans la 2e année, ils font d'ailleurs les écoles font toujours ça, puis elles font encore ça. Puis moi, je trouve que c'est une très mauvaise idée. Mais l'apothéose des études, c'est supposé être un projet de fin d'études qu'on faisait. Puis là, il voulait faire comme dans le milieu. Et donc là, c'est-à-dire qu'évidemment, tout le monde voulait faire un film. Et là, il disait, ah non, on va en faire seulement 4 ou 5, je me souviens plus combien. Et là, il fallait comme écrire un scénario, puis là, le soumettre. Puis là, il y avait un jury qui décidait qui allait avoir le privilège de faire des films. C'est ça. Et donc, quand j'étais au collège Antique, mon projet n'a pas été choisi. Puis là, ça m'a profondément remis en question. Je me disais, je suis sûrement pas bon. Puis... Vite, comme ça, par curiosité, les autres qui ont été choisis sont... Est-ce qu'ils travaillent dans ce milieu-là aujourd'hui? Non. Ah bon, fait que finalement... Aucun d'entre eux. Donc, c'est ça. Puis, quand j'étais à l'université, en fait, c'était la même chose. J'ai étudié à l'UQAM. À l'époque, c'était un programme en communication, mais on choisissait une spécialisation à la fin. Puis, c'est ça. Puis, tu sais, j'étais allé à l'UQAM, d'ailleurs, c'était un plan B parce que à cette époque-là,
ce qu'on nous disait, c'était que là, la bonne école en cinéma, c'était à Concordia. Puis j'ai pas été admis à Concordia. J'avais pas réussi à faire mon film de fin d'études au cégep. À l'UQAM, j'ai pas réussi à faire mon film de fin d'études non plus. Ben, c'est-à-dire, j'ai travaillé sur plein d'autres films, là. Donc, c'est ça, ça a été... Ben, tu sais, j'ai adoré mes études, mais ça m'a aussi beaucoup comme remis en question. Puis je me disais, peut-être que je suis pas assez bon, puis peut-être que c'est compliqué, ou je sais pas trop, là, que j'ai pas le talent que ça prend pour faire ça. Puis d'ailleurs, c'est ce qui fait que ça m'a pris du temps avant de faire un premier film après les études, parce que j'essayais comme... Je savais plus trop sur quel pied danser. Puis là, je me suis mis, en tout cas par un concours de circonstances, j'ai eu des opportunités pour faire du montage. Puis là, j'ai suivi cette voie-là, puis ça me prenait beaucoup d'efforts pour m'asseoir puis écrire quelque chose parce que je doutais de mes capacités. Mais c'est ça. Sauf qu'après ça, j'ai fait un premier film c'est un court-métrage qui s'appelle Le silence nous fera écho. Donc, que j'ai écrit et que j'avais financé de ma poche. Là. J'avais économisé de l'argent. Puis, On est en 2006 à peu près à ce moment-là? Oui, exact. Et donc, ça, c'était... Ouais, c'est ça. Puis là aussi, c'était compliqué, en fait, à cette époque-là, parce que, tu sais, on n'avait pas accès aux mêmes technologies qu'aujourd'hui, tu sais. Normalement, on faisait, tu sais, quand on faisait des films, on les faisait en film. Puis, disons que l'option suivante était, tu sais, la chute de qualité était énorme, là, parce que ce qu'on avait, c'était comme, ou bien tu tournais en film, ou tu tournais en mini-DV, là, tu sais. Donc, on était un peu condamné à tourner en film, mais j'avais réussi, en tout cas, à convaincre Kodak de me donner de la pellicule, puis en tout cas, ça a été toute une histoire, mais bref, j'ai fait ce film, puis qui a été, tu sais, bien, qui s'est promené en festival et tout ça, il y avait eu quelques bonnes critiques, ça avait été comme encourageant, puis je l'avais fait aussi parce que c'était on pouvait pas faire de demande de subvention si on n'avait pas réalisé un film déjà qui avait été diffusé dans un circuit professionnel ou dans un contexte professionnel. Puis donc, justement, tous mes camarades de l'université qui, eux, avaient réussi à faire leur film, eux pouvaient faire des demandes de subvention, puis moi, je ne pouvais pas parce que je n'avais pas de film. Alors, l'objectif aussi, c'était de dire, je vais faire un film, puis j'espère qu'il sera assez bon pour se positionner dans quelques festivals ici et là, et que ça me permettra ensuite d'aller chercher de l'argent pour faire un autre film avec de meilleurs moyens, tu sais. Puis c'est ça, ça a fonctionné. Le film, c'était quand même... avait fait beaucoup de festivals. Je l'avais accompagné aussi, ça c'était le fun. Je découvrais un peu ce monde-là. Au-delà de ça aussi, ce qui était vraiment peut-être la chose la plus importante que ce film-là m'a apporté, je dirais, c'est que je m'étais comme... D'entrée de jeu, je m'étais dit, OK, je veux vraiment faire ça avec des gens qui travaillent, des professionnels. Je veux que ce soit comme un film professionnel, en fait. Tu sais, j'avais approché justement le directeur photo, c'était Jean-Pierre Saint-Louis, qui avait fait les films de Robert Morin, de Bernard Raymond et tout ça, qui est décédé aujourd'hui, malheureusement. Mais sauf que... puis j'avais pris... ça m'avait pris tout mon petit change pour l'appeler et lui demander si il accepterait. Parce que là, évidemment, personne n'était payé. Tu sais, j'avais pas d'argent. Il avait accepté. Il avait été très généreux, d'ailleurs. Puis donc, la plupart des gens, c'est un mélange. C'est sûr qu'il y avait quelques amis de l'université qui m'avaient aidé. Et puis sinon, c'est ça. J'essayais de travailler avec des gens qui avaient de l'expérience. Puis donc, Jean-Pierre en était un. Les acteurs aussi. Je voulais que ce soit des acteurs professionnels. Puis là, j'avais eu la chance de faire le film avec Vincent Guillaume Otis. C'était son premier film, d'ailleurs, sa première expérience sur un film. Il avait juste fait du théâtre jusque-là. Guy Tauvette, qui est un acteur incroyable, et Patrice Godin, qui est aussi un acteur incroyable. Puis, ce que ça m'a apporté, ce film-là, à ce moment-là, c'est que, tu sais, là, j'avais monté beaucoup de films, j'avais monté plein de courts-métrages aussi de plein de mes anciens camarades ou d'autres personnes et tout ça. Tu sais, j'avais comme un peu une idée de... En tout cas, le montage m'a aidé parce qu'il y avait certaines erreurs que... j'allais pouvoir éviter, disons, parce que j'avais vu tellement de monde les faire avant moi. Mais sauf que donc, je maîtrisais aussi quand même la partie post-production. Je connaissais bien ça. Mais tu sais, de savoir comment je me sentirais sur un plateau de tournage avec l'équipe, avec les comédiens, tout ça, tu sais, je savais pas comment ça irait. Puis je m'interrogeais, en fait. Puis donc, ce film-là m'a dit que j'étais à ma place, en fait.
Puis même, je me souviens au premier... le premier jour de tournage, à la première mise en place, là, il y avait comme l'équipe, c'était une petite équipe, il y avait quand même, il devait y avoir 25 personnes avec les comédiens puis l'équipe et tout ça autour. Puis je me dis, bon, là, il faut que j'explique qu'est-ce qu'on va faire comme plan. Je me souviens de me dire, bon, OK, on y va, puis là, j'explique ça, tu sais. Puis je me suis comme presque fermé les yeux après, là, puis là, je suis comme, OK, puis là, je vais les réouvrir pour voir c'est quoi, est-ce que les gens ont un regard complètement vide puis comprennent rien de ce que je viens de leur expliquer, mais non, tout le monde opinait du chef, puis tout le monde approuvait, puis on a comme fait le plan, puis ça s'est bien passé. Donc, je me suis dit, OK, bon, je pense que ça va. Puis on a fait tout le film. Le travail avec les comédiens aussi, ça s'était très bien passé. Donc, ça m'a comme conforté que je pouvais être à ma place si j'avais envie de continuer dans cette voie-là. Alors, ce premier film-là, il a été important pour ça. Puis c'est ça. Puis après, j'ai eu... c'est ça. Comme le film me permettait de faire des demandes de subventions, j'ai fait des demandes pour mon deuxième film qui s'appelait Code 13, que j'ai fait 2 ans plus tard, je pense. Et puis, donc là, ça, c'était un film vraiment fait dans des... Tu sais, c'est un court-métrage fait dans un contexte vraiment professionnel parce que là, on avait comme plus de 200 000 $ pour faire le film, là. Ce qui est pas tant que ça, mais sauf qu'à l'époque, moi, j'avais l'impression de rouler dans l'argent. On avait en tout cas des scènes avec des cascades et tout ça, des cascades en voiture. C'était quand même... voilà, on avait fait ça. On avait tourné en 35 mm anamorphique. Ah ouais, OK. Donc, on avait fait venir des caméras de Los Angeles. Mais ceci étant dit, le tournage a été vraiment compliqué, là. Il y avait eu des tempêtes de neige en plein milieu. On avait été obligé d'arrêter, de reprendre 1 mois plus tard. Ah ouais. Enfin, bref, mais tout ça pour dire que donc, voilà, puis ce deuxième film, Code 13, s'est promené aussi beaucoup en festival. Il a été... Ah oui, puis ça aussi, c'est un peu... En tout cas, ça a commencé un peu ma relation avec le TIFF, le Festival de Toronto. Ben oui. Le film avait été dans le top 10 et tout ça, puis... Donc ça a été quand même important. Puis sur la base de ces 2 courts-métrages-là, en fait, c'est là que j'ai pu commencer à développer mon premier long-métrage. Donc, absolument. En fait, qui finira par être mon deuxième. Mais j'ai à peu près commencé à les développer ensemble. Okay. Le Corbeau et Laurentie, en fait. Exact. Puis je suis aussi curieux de savoir qu'est-ce que Mathieu Denis fait à ce moment-là pour gagner sa vie? Parce que court-métrage, c'est à ce moment-là? Oui, exact. Je faisais du montage. Okay. Je faisais du montage. Je montais des... Ça, c'était la grande époque du vidéoclip. OK. Donc, j'ai fait des tonnes j'ai monté des tonnes et des tonnes de vidéoclips. Là. Par exemple? Voyons, Malajube, les 3 accords, Corneille, Gage, qui était comme son grand acolyte, écoute, The Deers, j'en ai fait peut-être une centaine là, à cette époque-là. Ouais. Donc, c'est ça. Je faisais ça, je montais beaucoup de courts-métrages aussi. J'ai dû monter, je sais pas combien, mais probablement une 50aine de courts-métrages de fiction. J'ai fait quelques documentaires à cette époque-là. J'avais fait un peu de télé aussi. Tu sais, j'ai continué à faire du montage. Je sais pas jusqu'à quand, mais c'était ma source principale de revenus pendant assez longtemps. Je pense que je te dirais jusqu'à... Tu sais, j'ai arrêté probablement autour de Laurentie, là, parce que là, j'avais signé en tout cas un contrat de scénarisation avec l'ACPAV pour faire Corbeau, finalement que j'ai pas fait avec eux, mais reste que là, j'étais payé pour écrire un scénario. Ça, c'était la première fois que j'avais un salaire, disons, significatif pour écrire un scénario, là. Donc, à peu près jusque-là, puis j'ai continué à faire un peu de montage ici et là au fil des années, mais là, tu vois, je pense que la dernière fois que j'en ai fait, comme ça remonte à 2018, quelque chose comme ça. Là. Fait que jamais de job de travailler dans un café ou un restaurant ou... à ce moment-là, je veux dire... Non, tu vois, comme l'année où je suis sorti où j'ai terminé l'université, j'avais fait j'ai travaillé dans un club vidéo. OK. Donc ça, j'ai fait ça. Qu'est-ce qui était... Il y a un été où je travaillais au siège social, ça c'était complètement absurde, mais je travaillais au siège social de la Banque Laurentienne, où je programmais des bases de données.
ça, Dieu sait comment ils m'ont engagé pour faire ça. Là, je me souviens, là, c'était comme... l'entrevue, c'était... bon, est-ce que tu as des bases en programmation? Non. Connais-tu les bases de données? Non. Es-tu un peu familier avec l'industrie bancaire? Non plus. Bon, parfait. Peux-tu commencer lundi? Bref. Donc ça, j'ai eu... C'était ça un input de quelqu'un que tu connaissais ou quelqu'un qui était dans ce milieu-là à la base, comme un ami ou un parent de la famille? Je pense que c'était comme il y a un ami de mon frère qui travaillait là-bas, qui connaissait quelqu'un dans un autre département qui connaissait quelqu'un. Puis j'allais faire l'entrevue, je pense qu'il était désespéré. Puis légèrement moins absurde, mais... ouais. C'est ça. Sinon, quoi d'autre? Ben, tu vois, il y a une année aussi, où j'ai travaillé pour TV5, où je réalisais leur promotion. Là. Donc, j'ai fait ça pendant à peu près 1 an. Ouais, c'est un autre job que j'ai fait. Et dans tout ce parcours, c'est quand la fameuse rencontre avec Simon Lavoie, qui d'un point de vue extérieur, et d'un point de vue extérieur, encore une fois, ta très grande rencontre, artistiquement parlant en tout cas. Oui, ben Simon, on s'est rencontrés à l'université, donc à l'UQAM. On a étudié en même temps là-bas. Ben, on s'est rencontrés, oui, c'est une grande rencontre, définitivement. C'est un grand ami, Simon. Et puis, on s'est rencontrés sur la base de notre passion commune pour le cinéma. Je pense que l'un et l'autre, en fait, on était... Ben, en fait, je vais parler pour moi, mais je pourrais parler pour Simon. Je pense pas qu'il nierait ça, mais tu sais... Moi, j'ai développé ma cinéphilie de manière vraiment comme extrême, là. OK. De manière boulimique, oui. Okay. Puis à partir de très jeune, là, quand j'ai comme allumé sur... je veux comprendre c'est quoi faire un film, puis je voulais voir le plus de films possible, puis c'est allé jusqu'à ce que... Quand j'étais au cégep, je voyais 15 films par semaine, là, facilement. Puis c'est ça, je voyais tout ce que je pouvais voir. Puis donc, j'avais, disons, développé une certaine connaissance du cinéma international. Et tu vois, comme il y a beaucoup... Tu sais, le cinéma m'a amené à des études en cinéma. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui étaient dans mes collègues de classe et tout ça, tu sais, c'est-à-dire que les études en cinéma les amenaient au cinéma. C'était un peu comme « Ah, peut-être que j'essaierais ça, puis je serais curieux de voir, puis tout ça, tu sais. Et donc, tout ça pour dire qu'il y avait je pense que j'avais une certaine solitude, même si j'avais plein de bons amis, mais tu sais, il n'y avait pas tant de monde que ça avec qui je pouvais vraiment discuter. J'ai vécu la même chose. Films oui, bon. 2-3 films par jour, des Bergman, puis après ça, t'arrives à l'école, puis tout le monde n'a aucune idée de quoi on parle, puis on y va, tu sais, par ordre chronologique, là. Fait que là, on passe du cinéma muet, puis tu fais, ouais, je les ai vus, ces films-là, du cursus, tu sais, moindrement que t'aimes un peu le cinéma, tu lis, t'ouvres un livre, puis là, ça l'explique les classiques d'époque par époque. Là, tu fais « Ah, ben, je vais aller voir ça. » Moi, j'allais à la BNQ. J'en louais une quinzaine. Puis, écoute, en plus, les films muets, des fois, c'est 1 heure, 1h15. Parfait. J'en ai écouté 3 cet après-midi. Là. Ouais, en tout cas, mais excuse-moi. Continue. Non, mais tout à fait. C'est la même chose. Et donc, voilà. Donc, tu sais, j'avais pas des tonnes de personnes avec qui je pouvais discuter des films que j'avais vus, qui m'avaient marqué et tout ça, ou que je continuais à voir. Puis, dans les cours, tu sais, quand on a eu quelques cours en commun, Simon et moi, tu sais, quand il y avait des cours de cinéma, ben là, je voyais, OK, lui, il a vu telle chose. Quand un prof mentionne telle chose, il l'a vu. Puis, je pense que lui avait remarqué la même chose de moi. Puis, à un moment donné, on s'est croisés pendant une pause dans un corridor, puis on s'est mis à parler de cinéma un peu. Puis, je pense, il me semble que j'ai le souvenir même que lui m'avait dit ça. Il m'avait dit, il dit, toi, t'en as vu des films. Puis, il dit, enfin, je trouve quelqu'un qui je peux en parler, là. Mais, donc, c'est ça. Alors, on s'est vraiment rencontrés sur la base de notre passion pour le cinéma. Simon voyait plein de choses. Moi, je voyais plein de choses. Puis, après ça, on s'est mis à aller voir des films ensemble. Puis, tu sais, je me souviens qu'à cette époque-là, on avait, tu sais, mais c'est une époque aussi ce qui était le fun à ce moment-là, c'est que au moment où on voulait commencer à faire des films, c'était comme une période où il y avait eu un peu un genre de changement de vague. Là, on était passé du cinéma des années 90, qui était comme un cinéma très
rapide, frénétique, là, avec des jump cuts, puis le plus de coupes par seconde que tu peux imaginer, puis le bleach bypass, puis des affaires comme... Puis des récits qui étaient toujours déjantés comme le plus loin possible du réalisme. Puis là, ça, c'était comme... Il y avait une nouvelle vague qui était, tu sais, les films de... Je sais pas trop, voyons, Nuribil Ceylan en Turquie, là, Uzak, par exemple. Puis plus spécifiquement, le cinéma du sud-est asiatique, le cinéma chinois, taïwanais, la Corée du Sud. Ça, Simon et moi, on était comme vraiment tombés là-dedans. Là, on essayait de trouver des... On faisait venir l'un et l'autre, on se faisait venir des DVD du Japon, puis de la Chine, puis... J'imagine que c'était pas si populaire que ça au Vidéotron, Jazzanka. Non, c'est exact, ils étaient pas là. Mais tu vois, Jazzanka, ça, c'était comme... Lui, c'était vraiment notre maître à penser. Là. Disons, Wuxia Ocean, Tsai Ming-lian, puis Jazzanka. Puis là, je me souviens d'ailleurs, quand... tu vois, quand Jazzanka avait fait un film qui s'appelle Platform, Zantai, je l'ai pas vu, mais... C'est extraordinaire. Mais, et Simon et moi, on lisait à propos de ce film-là, parce qu'on achetait aussi comme les cahiers du cinéma, puis Positif et tout ça. Puis là, ou des fois, on les achetait pas, puis on les lisait dans les boutiques près de l'UQAM, là, et voyons, Maison de la Presse et tout ça. Mais donc, puis ça, on avait lu beaucoup à propos de ce film-là, puis il n'y avait pas de streaming. Puis les DVD, des fois, on pouvait les faire venir, mais comme ça, ce film-là, il n'avait pas vraiment été édité en DVD parce que c'était comme un... Tu sais, Jazzanka, il faisait des films non officiels. Là, donc, c'était très difficile de les trouver, même en Chine. C'est ça. Puis à un moment donné, on avait comme eu vent que il va y avoir une projection de plateforme au cinéma du parc. Puis là, on s'était dit, là, on peut pas, c'est comme l'occasion d'une vie, il faut qu'on soit là. Genre, on était arrivé, on s'était dit, là voyons, les foules vont accourir, là, une projection unique de plateforme à Montréal. Là, OK, on va arriver, on est arrivé 1 heure à l'avance pour être sûr d'avoir nos billets. Finalement, il y avait comme Simon, moi, puis peut-être une autre personne dans la salle. Oui. Mais on était là, puis on était sortis là, complètement galvanisés par ce film-là. On trouvait que c'était un chef-d'œuvre. Puis je pense que ça l'est. C'est vraiment... Ça fait un bout de temps que je l'ai pas revu, mais j'ai vu ce film-là peut-être 15 fois. Puis à chaque fois, je suis ébloui par ce film. Et donc c'est ça. Alors, c'est un peu comme ça qu'on s'est rencontrés. Puis après ça, tu vois, Simon, lui, c'est un exemple. Lui, il avait fait son film à l'université. Il avait pu faire un film étudiant, puis il avait réussi il était allé dans quelques festivals. Puis donc, lui, tu vois, Simon, c'est la première personne dans mon entourage qui avait comme réussi à obtenir une subvention pour faire un film. Donc, il a fait un premier court-métrage qui s'appelait Corps étranger. Puis c'est moi qui ai monté son film. Donc, c'est ça. Ah oui, il avait fait un autre film avant aussi, mais ça, c'était plus confidentiel, où j'avais fait la direction photo. Okay. Donc, c'est ça. Alors, c'est un peu comme ça qu'on s'est rencontrés. Puis j'ai monté comme tous ces films jusqu'au Déserteur, en fait, qui est son premier long-métrage. Oui, exact. Donc, voilà. Wow, génial. Et je suis curieux... donc, la première fois que vous êtes un tandem en tant que réalisateur, c'est avec Laurent Sy. Mm-hmm. Et j'ai plein de questions sur Laurent Sy. Peut-être, je le fais pas assez ici, mais accepterais-tu de me faire un synopsis de Laurent Sy, qui est votre premier, peut-être pas le premier de Simon, je pense, mais ton premier à toi, sorti en 2011. C'est le deuxième long-métrage de Simon. Okay. Moi, c'est mon premier. Laurent Sy, c'est... c'est l'histoire d'un jeune homme de 30 ans à peu près qui est complètement aliéné, en fait, étranger à lui-même et qui essaie désespérément de s'accrocher à quelque chose dans sa vie pour ne pas sombrer. Mm-hmm. Ça serait la prémisse. Extraordinaire. Et je suis curieux, qu'est-ce que vous vouliez... En fait, qu'est-ce que vous avez voulu dire avec ce film-là? Comment l'idée vient? Comment ça fonctionne en amont, le travail? Je suis vraiment curieux de savoir comment vous avez travaillé pour ce film-là. OK, ouais. Excuse-moi, j'essaie de me remettre là parce que c'est ça, ça fait quand même... je suis désolé, quand même, oui. Puis là, j'essayais soudainement de rejouer la séquence des événements dans ma tête. Bon, d'entrée de jeu, peut-être l'idée première ou le déclic premier de ce film-là, c'était le constat qu'on faisait
en fait, que personne... C'est-à-dire qu'on ne voyait pas de film qui parlait directement de notre réalité. C'est-à-dire qu'on se disait, ça n'existe... C'est comme si ça n'existait pas dans le paysage. Tu sais, il y avait beaucoup de gens de notre génération qui faisaient des films sur « Ah, je veux faire un film qui se passe, c'est ça, là, dans le Grand Nord ou à l'étranger. » ou on dirait qu'on... Ou alors, ils faisaient des films de de science-fiction ou des films qui se passaient dans le passé, mais il y avait comme personne qui parlait, du Québec tel qu'il est ici et maintenant, puis on avait l'impression qu'il n'y a personne qui parlait de notre génération, donc c'est-à-dire des trentenaires, là. Alors, on s'était dit, mais pourquoi personne ne fait de film sur le lieu que nous habitons et sur les gens que nous sommes? Mm-hmm. Ça, c'était comme une question qu'on s'était posée. Et là, on s'était dit, si ça n'existe pas, peut-être qu'on devrait en faire un. Et là, ce qui était le déclic, encore une fois, c'est qu'on s'est dit, OK, on va faire un film qui est vraiment sur nos vies. Et ça va, évidemment, ça allait être romancé nécessairement, mais ça va être comme vraiment proche de ce que nous vivons. D'ailleurs, le titre original de Laurency, c'était C'est donc ça nos vies. C'était comme ça que ça s'appelait. Si je peux me permettre, c'est un peu moins sexy que Laurency, mais c'est bien quand même. C'est donc ça nos vies. C'est donc ça nos vies. Et puis, sauf que le film qu'on a écrit originalement était complètement différent. Donc là, après ça, donc on s'interrogeait sur la non-existence de ce type de film. Après ça, on s'est dit, mais si ce film existait, à quoi ça ressemblerait? Mm-hmm. Et là, on s'est mis à se lancer des idées, puis on s'est dit, tu sais, soyons ces gens qui n'ont peur de rien, qui vont comme faire un film honnête et frontal sur eux-mêmes. En gros, c'était ça le point de départ. Et puis, on avait donc eu cette idée d'écrire vraiment un film qui collait très proche à nos vies. Mais c'était un film choral qu'on avait fait, donc. Okay. C'était un film il y avait 5 personnages principaux dont les chemins s'entrecroisaient. Un peu Robert Altman, mais à la sauce Mathieu Denis et Simon Lavoie? Oui, exact. Okay. Là. Mais ceci étant dit, Robert Altman n'aurait pas été une influence qu'on t'aurait nommée à ce moment-là, là, mais tu vois, Platform, définitivement. Parce que Platform, c'est ça. C'est comme, tu sais, c'est justement, je pense, 4-5 amis qui sont dans une troupe de théâtre, en fait, et qu'on suit au fil des ans. OK. Là, nous, notre film ne se passait pas sur une très longue période de temps, là, mais reste que c'est sûr que ça, c'était une influence. Puis voilà, donc il y avait 5 personnages, il y avait trois personnages masculins qui étaient comme librement inspirés de Simon Sylvain Corbeil, qui est qui produisait le film, qui est le fondateur et le producteur de Métafilm, et de moi. Puis, il y avait 2 personnages féminins, donc un qui était comme la copine de Sylvain à l'époque, puis une qui était comme ma copine à l'époque. Et là, c'est ça, puis on avait écrit un film fleuve, là. Tu sais, le scénario c'était un scénario de 250 pages, là. C'était comme un film qui, tu sais, on exagérait là, à tous les niveaux. C'était vraiment radical. C'est ça, c'était pas facile. Et puis, ce film-là, on a essayé de le financer, puis on a jamais réussi. Probablement en partie parce que, tu sais, je veux dire, les jurys qui recevaient c'est-à-dire les lecteurs qui recevaient notre scénario devaient être furieux, là. Tu sais, j'en ai fait des jurys après, puis c'est sûr que quand tu reçois une brique de 250 pages, là, alors que tu viens de lire 25 autres scénarios, là, c'est sûr que ça part mal. Tu sais, un scénario, normalement, c'est comme entre 100 et 125 pages. Là. C'est comme si tu avais 2 films et demi. Là. Pour ceux qui ne savent pas, c'est à peu près 1 minute la page. Fait que voilà. Vous êtes repris, mine de rien, avec ceux qui font les révolutions à moitié. Un peu quand même. Mais c'est ça. Donc, tu vois, c'est donc ça nos vies. Dieu sait, ça aurait duré comme 8 heures, ce film-là, si on l'avait fait dans cette forme-là. Mais voilà, on n'arrivait pas à le financer. On avait, écoute, même à Téléfilm, on avait déposé le film une fois. Ils l'ont refusé sur la base de l'admissibilité en nous disant que c'était un film obscène, voire pornographique, et que Téléfilm ne pouvait pas financer des films obscènes. C'est que c'était... Voilà, mais en tout cas, ça te donne une idée. C'était quand même assez frontal, mais
En tout cas, moi, c'est assez obscur ce qui s'est passé avec Téléfilm à ce moment-là. Et mais c'était la réponse qu'on heureux avait de eue. cette réaction-là? Est-ce que vous étiez comme un peu voyou non. dans ce sens-là, de dire on est heureux de... Non, on n'était pas heureux parce qu'on aurait voulu avoir l'argent pour le faire. Oui, mais dans le sens, des fois... Mais non, on était juste... on aurait voulu l'avoir. C'est un film qu'on a déposé aussi comme 3 ou 4 fois à la SODEC. Ils nous ont toujours dit non. Okay. Le Conseil des arts du Canada nous a dit non 4 ou 5 fois. Il y a une institution qui nous a dit oui, et c'était le Conseil des arts et des lettres du Québec. Okay. Et eux, ils nous avaient dit oui sur la base du premier projet, donc qui était C'est donc ça nos vies, ce scénario de 250 pages. Mais on avait eu 35 000 $. Donc, c'est un montant d'argent complètement dérisoire pour faire un long métrage, de quelque envergure que ce soit, mais plus fortement celui-là. Puis donc, c'est ça, c'est un processus qui a comme pris des années. Et puis là, à un moment donné, on s'est retrouvé dans la situation où à la SODEC, c'était un non. À Téléfilm, c'était un non. Le Conseil des arts du Canada, on se faisait dire non à répétition. Et là, on s'était dit, OK, qu'est-ce qu'on fait? Ou bien on oublie ça, puis on fait pas le film, puis on redonne la bourse de 35 000 $ qu'on a eu du calque, on la redonne à l'institution. Mais ce qu'on s'est plutôt dit, on s'est dit, on a 35 000 $, est-ce qu'on peut faire quelque chose avec ça? Puis donc, Laurencie vient de là, c'est-à-dire qu'on s'est dit, on peut pas tourner ce film de 250 pages avec 5 personnages principaux, puis évidemment des dizaines de personnages secondaires, puis etc., etc. Ça, c'est impossible. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire qui part, disons, de l'intention première, puis qui est proche de ce qu'on a écrit? Et l'idée qu'on a eue, c'était en fait de se concentrer sur un des personnages et... évidemment, d'aller chercher des éléments de chacune des trames, mais de faire une seule trame. Donc, c'est là que le personnage de Louis a été créé. Et aussi, comme on savait qu'on allait pouvoir tourner ça dans un contexte extrêmement frugal, on s'était dit, OK, il faut qu'on trouve une manière de penser au film en amont, c'est-à-dire quand on l'écrit, qui va nous aider à le réaliser avec les moyens qu'on aura quand on va le faire. Et donc, l'idée qu'on avait eue à ce moment-là, on s'était dit, OK, on écrit un film en 20 scènes qui seront toutes des... Chaque scène sera un plan séquence. Mm-hmm. Et on va tourner pendant 10 jours, donc 2 scènes par jour, 2 plans par jour, puis après, on a un film. C'était ça l'idée. Bon, là, c'est un peu plus compliqué parce qu'on a essayé d'écrire un film qui se tenait en 20 scènes, puis c'était pas possible, là. L'arc était trop limité. Donc, on a étiré un peu. Finalement, on a écrit un film qui se tenait sur 33 scènes. Et là, on s'est dit, OK, même principe. Chaque scène doit être pensée à l'écriture même, au scénario, doit être pensée comme un plan séquence, doit pouvoir se tourner comme un plan séquence. Et on va tourner pendant 11 jours, puis on fera 3 plans par jour. Puis voilà. Donc, voilà. Et donc, on a écrit ce scénario-là. On a encore là réussi à aller chercher... tu vois, comme on avait entendu dire qu'encore une fois, Kodak nous a sauvé la mise sur ce film-là. On avait entendu dire qu'il y avait parfois des pellicules passées date. Puis là, il y avait comme effectivement, il y avait comme un container de bobines de pellicules passées date qu'ils ne pouvaient pas vendre et qu'ils nous ont donné. Okay. Puis c'est avec ça, parce qu'on a tourné le film en Super 16, là, même si on avait très peu d'argent. Mm-hmm. On a trouvé un acteur extraordinaire qui est Emmanuel Schwartz pour interpréter Louis. Manu, il était... C'est-à-dire qu'il était... il était impliqué dans le premier projet. Là, C'est donc ça nos vies. On voulait travailler avec lui déjà. Donc, on était sûr qu'il était comme la personne pour ce film-là. Puis c'est ça. Et donc, on l'a tourné en 11 jours, comme prévu. Puis, Simon et moi, on a tout fait sur ce film-là, avec l'aide, évidemment, de Sylvain, de Nancy Grant aussi, qui était productrice, puis Pascal Bascaron. Mais, on n'avait pas évidemment, pas de régisseur de location. Les acteurs apportaient leurs propres vêtements. Il n'y avait pas de maquillage. Ceci étant dit, tout ça, ça allait dans notre esthétique hyper naturaliste qu'on recherchait. Mm-hmm. Donc, voilà. Et qu'est-ce que ça veut dire, la Laurencie? Laurencie, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, Laurencie, en fait, c'est sûr, ça fait allusion à 2 choses. Quand on pense à Laurencie, on pense au Saint-Laurent, évidemment. Donc, c'est cette espèce de lieu géographique particulièrement emblématique du Québec. Mais c'est ça. Mais la Laurencie, c'est un
La Laurencie, c'est comment dire, c'est le nom qu'un groupe d'intellectuels d'extrême droite des années comme 20, 30 et 40 avait donné à un Québec rêvé, selon eux, qui aurait été un Québec blanc, catholique et francophone. Donc, évidemment, on utilisait ce nom-là de manière ironique, là, c'est-à-dire ironique, c'est peut-être pas le bon terme, mais on l'utilisait à contrepoint. C'est-à-dire que, comme on voulait parler du Québec d'ici et maintenant, l'idée, c'était de dire, OK, c'est quoi le visage du Québec maintenant? C'est pas cette Laurencie que d'autres rêvaient, c'est-à-dire le Québec a changé, le visage du Québec a changé, puis on avait envie de parler de ça dans notre film. Et on trouvait ça intéressant de mettre ce nom-là qui fait à la fois allusion à un lieu, mais qui fait aussi allusion à ce passé complexe qu'on a avec notre propre identité et qui rend notre rapport à l'autre tout aussi complexe puis tout aussi compliqué. Donc, le nom de Laurencie voulait comme aborder ça là, à bras-le-corps, je te dirais. Génial. Et je suis curieux, en fait, j'irai peut-être tout de suite avec ceux qui font les révolutions et je reviendrai à Corbeau parce que je suis curieux de voir ton travail en solitaire et ton travail en duo. Et je serais curieux de savoir, en fait, plus sur un plan général, qu'est-ce que tu vas chercher chez Simon et qu'est-ce que Simon va chercher chez toi? Quelles sont vos forces et vos faiblesses? Est-ce que vous êtes complémentaires ou est-ce qu'au contraire, vous êtes quand même assez fusionnels et vous allez chercher chez les autres ce qui vous manque dans vos projets? Ben, une chose qu'on a constatée, Simon et moi, je te dirais, ben, c'est drôle, ben, justement, au moment où on a eu l'idée de faire Ceux qui font la Révolution, ben, on a eu l'idée, puis le film est arrivé comme 4 ans plus tard, ça s'étant dit, là. On n'a pas pu le faire au moment où on en a eu l'idée, mais on avait fait le constat, c'est après avoir fait Laurencie, donc, tu sais que, en fait, que ce qui se passe quand on travaille ensemble, c'est quelque chose d'unique. C'est-à-dire que c'est ni un film de Simon, ni un film de moi, c'est un film de nous deux. Et que ce qui sort de nous deux quand on travaille ensemble, ça ne peut exister que là, en fait. Tu sais, c'est ni... il n'y a pas une partie du travail qui, oui, là, ça, Simon, c'est plus lui qui fait ça, ou moi, je fais plus ça. Tout est le résultat de la collision, de la confrontation, puis de la communion de nos deux esprits, je te dirais. Puis c'est quelque chose qui n'existe pas en dehors à l'extérieur de ça. Ça, c'est quelque chose qui nous avait frappé, en tout cas, si tu veux, on en parlera tantôt, mais au moment où on a eu l'idée pour Ceux qui font les révolutions. Et sinon, peut-être que je te dirais que la chose qu'on peut-être qu'on est allé chercher dans ces deux collaborations-là, c'est un certain courage de dire des choses qui sont difficiles à dire, qui sont pas nécessairement... Ben c'est ça, de dire des choses qui sont difficiles à dire, de prendre des risques qui sont difficiles à prendre. Notre courage est décuplé quand on peut... quand on est deux à porter ces risques-là sur nos épaules, je te dirais. Donc ça, je pense qu'on est peut-être plus audacieux et plus courageux à deux que séparément. Ouais. Puis est-ce que ça vient avec certains défis par moment? Est-ce qu'il y a des compromis où vous êtes assez fusionnels? Parce que vous avez l'air assez fusionnel, même je suis assez envieux de tout ça, cette relation-là. Mais est-ce que oui, il y a des moments où ça diverge à un point où même vous avez pensé ne plus pouvoir travailler ensemble, ou à des moments où ça crée des frustrations puis il faut le laisser déposer tout ça? C'est extrêmement difficile co-réaliser un film, même co-écrire aussi, là. Puis... c'est extrêmement difficile. C'est sûr qu'il y a des moments de grande joie puis des moments de grande frustration. C'est ça n'a pas été sans heurts, sans accrocs, mais on a toujours réussi je pense qu'on a... malgré les difficultés, peut-être une chose dont... tu sais... ultimement,
le film l'emporte. Tu sais, je pense qu'on n'a jamais laissé complètement nos égos prendre le pas sur le but commun qu'on avait, qui était de faire le meilleur film qu'on pouvait faire. Tu sais. Puis pas juste le meilleur film, mais le film le plus significatif et tout ça. Tu sais. Puis, mais c'est dur, tu sais. Après Laurency, c'est sûr qu'on a pris un moment où on avait besoin de prendre un petit congé, là. Puis c'est ça. Puis après, ceux qui font les révolutions aussi. Puis c'est sûr aussi, tu sais, il y a des vagues dans l'amitié comme dans le travail et tout ça, tu sais, comme là où, tu sais, on a chacun nos vies. Tu sais, Simon, il y a des enfants. Moi aussi, on se voit pas aussi souvent qu'on se voyait justement à l'époque de Laurency. Mais on est encore de très bons amis. Puis Simon, c'est quelqu'un que je respecte et j'admire. Là, tu sais. Donc, on est encore proches, même si on se voit moins souvent. Mais c'est ça. Après ça, pour le travail, je te dirais pas que c'est un long fleuve tranquille. C'est parfois difficile, puis parfois on y trouve comme, évidemment, une énergie qu'on n'aurait pas seul, puis là, c'est très positif dans ce temps-là. Voilà. Puis après ça, tu sais, la question, je veux dire, est-ce qu'on va continuer à faire des films? C'est sûr que plus ça va, peut-être plus c'est difficile, parce que plus on fait des films chacun de notre côté, plus il y a des... On s'ancre peut-être dans des manières de faire, ou pas des manières de faire, mais dans des intérêts, ou... voilà. Mais ceci étant dit, il ne faut jamais dire jamais. Je pense qu'après Laurency, on ne se disait pas nécessairement qu'on allait faire un autre film ensemble, puis pourtant, on en a fait un autre. Alors, voilà. Ben, je nous le souhaite, parce que, tu sais, je le dis tout le temps, les gens que je reçois ici, c'est des gens que j'admire, que je regarde leurs films ou que leur métier me fascine. Parce que je reçois pas juste des réalisateurs ou des actrices, je reçois aussi des agents, en fait des directrices de casting, des directeurs de casting. Éventuellement, j'aimerais des producteurs, j'aimerais aussi des directeurs ou des directrices de la photographie. Mais c'est vraiment ces deux films, Laurency et ceux qui font les révolutions, tellement particuliers dans le paysage québécois. Puis c'est vraiment des films, je pense, nécessaires. Des films qui sont assez exigeants quand même, mais des films que moi, je regarde à tous les ans. Là. Je lui repasse, puis vraiment... je nous le souhaite parce que c'est vraiment... En fait, c'est plus un commentaire, tu me diras. Là. Mais, wow, vraiment des très grands films. Et voilà. Mais je suis curieux, ceux qui font les révolutions, qu'est-ce que vous vouliez dire avec ce film-là? Qu'est-ce que vous voulez toujours dire peut-être avec ce film-là? Ah ben là, non. On l'a fait. C'est plus ce qu'on voulait dire à ce moment-là. Mm-hmm. C'est ça qui est... Comment dire? Ben, c'est... parfois le drame, mais souvent la beauté du cinéma, c'est-à-dire c'est un art qui est figé dans le temps. Là. Mm-hmm. Puis donc, ce qui est la beauté, ce qui est intéressant, c'est que c'est ça dit ce qui se passait au moment où il a été fait. Après ça, c'est sûr, peut-être certaines personnes peuvent le lire différemment au fil du temps, mais nous, on l'a fait pour une raison X au moment où on l'a fait, puis ça, c'est figé dans le temps. Là. Mais donc, oui, qu'est-ce qui est... Ben, tu vois, quand on a fait Laurency, c'est un film... c'est drôle, mais c'est ça, on avait fait Laurency, puis ça, on pensait que Laurency, ça allait être comme une œuvre qui allait vraiment, là, comme... qui allait choquer, puis causer des déchirements, puis comment dire, là, qu'on allait être conspué, puis... lapidé sur la place publique, puis en fait, c'est pas du tout arrivé. Il y a personne qui en a parlé, puis c'est un film qui a eu... ben, il y a eu un succès d'estime, là, mais l'attention médiatique que le film a reçue était extrêmement confidentielle. Après ça, on s'est promené partout à travers le monde dans des festivals et tout ça. C'était comme inattendu, parce qu'encore là, on pensait faire un film très local, puis... Finalement, ça parlait à des gens un peu partout à travers le monde, ce récit-là. Mais c'est ça. Mais au Québec, ça n'a pas eu comme l'impact qu'on pensait que ça allait avoir. Puis en fait, l'impact il est venu de là où on ne l'attendait pas. C'est-à-dire que ceux qui ont comme réagi le plus au film... c'était des étudiants qui étaient dans le mouvement, dans le printemps érable à ce moment-là. Donc, on parle de 2012. Le film est sorti en 2011, là. Mais il continuait un peu à avoir une vie.
que ce soit en festival. Et en 2012, ce qui est arrivé quand même souvent, c'est qu'on recevait des demandes de groupes étudiants qui, tu sais, ils étaient en grève, mais ils continuaient de faire toutes sortes d'activités, là. C'était d'ailleurs très inspirant de voir ça. Puis il y a plusieurs groupes étudiants qui nous avaient demandé d'aller leur présenter Laurency dans un genre de ciné-club, là. Alors, il y avait un groupe qui était là, ils regardaient le film, puis après, on allait discuter avec eux, en fait. Ces étudiants-là, ils étaient vraiment inspirants parce qu'ils étaient pas résignés, ils étaient dans l'action, ils étaient dans la rue à tous les soirs. Moi, je trouvais ça magnifique. Et c'était évidemment comme en grand contraste avec le film qu'on avait fait, qui est un film qui, lui, constatait plutôt c'est un film qui se voulait le constat de la stagnation presque mortifère qui, selon nous, comme paralysait le Québec à ce moment-là, tu sais. Puis là, soudainement, il y avait le printemps érable. Et à chaque fois qu'on présentait le film, une des premières questions, généralement, c'était toujours « Oui, mais là, vous avez fait ce film qui est comme un constat de la stagnation mortifère du Québec. Mais regardez ce qui se passe là. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que vous aviez tort, en fait, que vous vous êtes trompé? C'est pas ça qui se passe au Québec. » Et puis la réponse qu'on donnait généralement à ça, c'était « Ben, on espère qu'on s'est trompé. Mais reparlons-nous dans 6 mois, tu sais, parce que là, ce qui se passe, c'est inspirant, puis c'est magnifique, mais qu'est-ce qui restera de ça dans 6 mois? Tu sais, si dans 6 mois, tout le monde est rentré à la maison, puis que c'est business as usual, donc malheureusement, tu sais, notre constat sera encore pertinent. Puis c'est parce que moi, je ne demande que ça, là, d'avoir tort. Donc, ça, c'était comme une partie peut-être de cette interaction qu'on avait là, avec les étudiants à ce moment-là. Et donc, bon, malheureusement, puis là, ça, en tout cas, il y a des gens qui seront en désaccord avec moi, mais je le pense encore, tu sais. Le printemps érable, ça a laissé, évidemment, ça a laissé plein de traces, puis ça a éveillé toute une génération, puis ça, c'est super positif, mais reste que au final, tu sais, le mouvement, c'est comme un peu effondré sur lui-même. Là, tu sais, quand le gouvernement Charest a dit, bon, ben là, maintenant, on va mettre fin à la session, c'est les vacances d'été, rentrer à la maison, puis il y aura des élections, puis les élections détermineront si on avait raison ou tort, puis bon, les choses continueront ou pas par la suite. Bon, mais qu'est-ce qui est arrivé? Bien, effectivement, tout le monde est rentré à la maison, il y a eu des élections, il y a eu un gouvernement minoritaire de Pauline Marois qui a été élu, qui est tombé 1 an ou je ne sais plus trop, là, 15 mois plus tard, puis c'est Jean Charest qui est revenu. La hausse des frais de scolarité qu'ils proposaient, ils l'ont imposé différemment en augmentant les frais afférents plutôt que les frais de scolarité. Puis voilà, puis les choses ont repris comme à leur habitude au mois de septembre suivant, tu sais. Donc, il y avait l'impression qu'on avait, Simon et moi, c'est que le mouvement n'avait pas été à la hauteur de sa promesse, même s'il y a eu plein d'impacts positifs puis de choses positives qui sont restées, puis j'espère qu'ils vont rester de ce mouvement-là. C'est difficile de le voir comme la victoire que certaines personnes prétendent qu'il représente, là, disons. Donc voilà. Alors, tout ça pour dire que au moment où nous vient l'idée de faire le film, en fait, là, on est rendu en décembre 2012. Donc voilà, on a eu un peu le temps d'être inspiré par le mouvement puis de le voir un peu s'effondrer. Puis en décembre 2012, en fait, puis là, ça faisait un bout de temps que Simon et moi, ne nous étions pas vus parce que, comme je disais, on avait comme pris une petite pause après l'aventure du film. Et là, on se revoit le temps d'un festival, en fait, à Saint-Pétersbourg, en Russie. On est invité pour aller présenter Laurency. Et là, on est comme curieux. Moi, j'ai pas revu le film depuis je ne sais quand, tu sais, probablement depuis son lancement. Puis on est comme curieux d'aller voir le film parce que là, ils nous disent que c'est une projection dans un cinéma. Il y a comme une dame qui est dans une espèce de boîte mal insonorisée à l'arrière de la salle qui dit tous les dialogues du film en russe. Les gens qui
comprennent pas le français ou les sous-titres anglais peuvent avoir des écouteurs, puis là, écouter la dame qui traduit le film au fur et à mesure. Puis tout ça, c'est comme une expérience assez unique. Puis on se dit, faut qu'on voit de quoi il en retourne. Puis là, on va voir le film. Puis là, il y a comme en tout cas, il y a des gens à côté de nous qui nous ont vu aller présenter le film. Puis là, quand ils comprennent pas ce que la madame dit, qui littéralement nous pose des questions à propos de ce qui se passe, c'est comme une expérience de visionnement assez drôle. Mais c'est là qu'on sort, on sort de la salle. Puis après, il y a comme une séance de questions-réponses. Puis on sort de la salle, puis c'est là, en fait, qu'on a ce constat-là, Simon et moi, presque, je ne sais plus trop, 2 ans après avoir vu le film pour la dernière fois, peut-être, presque 2 ans, 1 an et demi, disons. 2 constats, peut-être. Tous les deux, on est comme fiers de l'avoir fait, ce film-là. Parce que c'est un peu comme... on l'a fait avec rien. On s'est fait dire... on s'est fait dire non par beaucoup de monde, beaucoup de fois. On s'est comme entêté, on l'a fait, puis il y a quelque chose en tout cas, de vraiment satisfaisant de voir, ce film-là existe, il fait le tour du monde, ça parle, on est en Russie, ça parle à des gens qui sont en Russie. Donc on était comme, fiers d'avoir fait ce film-là, et on faisait ce constat-là que c'est complètement différent de... C'est-à-dire, si j'avais fait Laurent Sy seul, ça aurait été un autre film, puis si Simon l'aurait fait seul, ça aurait été un autre film. Et là, on constate qu'il y a quelque chose qui est unique, qui existe entre nous deux quand on travaille ensemble. Puis là, vraiment un peu comme juste au hasard de la conversation, je me souviens plus si c'est Simon ou moi, mais on se dit, OK, mais... c'est ça sera c'est plate que ça soit le seul exemple qui restera de cette espèce de rencontre et de collision des esprits. Puis là, la question qui vient tout de suite après ça, c'est « mais s'il y avait un autre film, ça serait quoi? » Puis littéralement, en même temps, les deux, on se dit « si on faisait un autre film, c'est sûr que ça serait sur ces étudiants qu'on a rencontrés pendant le printemps érable, puis sur comment ils vivent la fin du mouvement, en fait. Mm-hmm. Puis là, la question qui était, ils étaient tellement engagés, puis tellement impliqués, puis actifs et vivants, comment ont-ils vécu comme disons, la fin en queue de poisson de leur mouvement? C'est un peu la question qu'on lance dans l'univers, puis en se disant, si on fait un autre film, ça sera là-dessus. Mais sauf que, là, après ça, on est en décembre 2012. Simon s'apprêtait, ou venait de faire Le Torrent, je me souviens plus trop. Moi, je m'apprêtais à faire Corbeau, en tout cas, je travaillais là-dessus et tout ça, donc on n'avait pas vraiment le temps de se pencher là-dessus. Mais quand j'ai eu terminé Corbeau, puis là, la ronde des festivals, puis Simon avait... Le Torrent, c'était de l'histoire ancienne, presque rendu là. À un moment donné, on s'est dit, OK, on s'assoit, puis on écrit ce film qu'on a imaginé. Un film basé sur cette idée de départ qu'on avait lancée, là, ça faisait comme 4 ans, là, je pense. Puis on voulait que ça soit comme un geste, en fait, parce que c'est ça, on avait eu toutes sortes d'insatisfaction dans les films qu'on avait fait précédemment. Puis là, soudainement, c'était comme un peu en réponse à ça, puis on voulait comme qu'il y ait un geste très rapide où on s'assoit, on l'écrit, puis on le fait. Puis on a eu un peu la chance que ça se passe comme ça, parce on s'est assis, on a écrit le scénario, puis on l'a déposé, puis on a eu tout de suite de l'argent pour le faire. En fait, pas beaucoup, mais assez. Ah oui, ok, super. Puis j'allais dire, c'est quelque chose aussi de particulier parce que quand vous êtes ensemble, vous faites des films qui parlent de l'époque en ce moment ou 2-3 années. Mm-hmm. Et quand vous n'êtes pas ensemble, à peu près, là, c'est un mini constat, mais vous êtes souvent dans le passé. Mm-hmm. Et je trouve ça quand même intéressant, le chemin que vous faites. Là, vous avez comme vraiment une ligne du temps au Québec, puis je trouve ça intéressant que vous faites des allers-retours. Mm-hmm. Mais c'est quelque chose que j'ai comme remarqué. Je suis comme, quand ils sont ensemble, puis aussi, il y a une radicalité encore plus grande quand vous êtes ensemble, un peu comme tu me disais, il y a comme un courage qui vient avec ça. Mm-hmm. Est-ce que c'est quelque chose que vous-même vous avez constaté? Est-ce que c'est quelque chose qui est fait consciemment, inconsciemment? Non, c'est totalement inconsciemment, là. C'est pas... OK. OK, en tout cas, mais c'est juste que c'est quelque chose que j'ai remarqué, puis j'étais comme... faut que je le mentionne, voir s'il y a une réflexion derrière tout ça ou quoi que ce soit. Et tu l'as mentionné un peu, mais le synopsis, grosso modo, de ceux qui font les révolutions, c'est... Si tu acceptes de le faire, parce qu'il va être clairement meilleur que le mien. Je sais pas, mais... donc, ceux qui font les révolutions, c'est un film qui... 4 personnages
fictifs, là, qui sont pas du tout... sont pas basés dans la réalité. Là. Il y a peut-être eu une incompréhension à ce sujet quand le film est sorti. Mais... Donc, 4 personnages qu'on imagine avoir été très impliqués dans ce mouvement qu'on a appelé le Printemps érable. Militants, donc c'est ça, des gens qui étaient très impliqués, qui ont milité et tout ça, qui après l'effondrement du mouvement, en fait, on imagine qu'ils se sont retirés, en fait. C'était comme une trop grande déception pour eux. Et donc, ils se sont retirés pour vivre hors du monde, parce qu'ils en avaient assez de ce monde qui rejetait en bloc, en fait. Et donc voilà, ils se sont retirés pour vivre un peu en autarcie, là, dans un mode de vie hyper alternatif. Puis ils sont 4, puis ils vivent les 4 ensemble avec le moins de contact avec le monde extérieur que possible. Mais quand le film commence, en fait, on commence donc 5 ans plus tard. Et là, donc 5 ans plus tard, ils sont de plus en plus insatisfaits de ne plus être dans le monde et de ne pas être dans le monde. Et ils sont surtout de plus en plus insatisfaits de ne pas être des acteurs de changement dans le monde. Et ils décident qu'il est temps qu'ils essaient à nouveau de changer le monde dans lequel ils vivent, mais en prenant cette fois-ci des mouvements beaucoup plus radicaux que la première fois qu'ils ont essayé. OK. Génial. Et j'allais dire, parce que c'est difficile à... Moi, je dis film d'art et d'essai. Je sais pas si c'est même une formule qui te plaît. Est-ce que c'est vraiment un film d'art et d'essai? Mais en tout cas, c'est tellement particulier parce qu'on est proche d'un opéra pratiquement au début. Il y a des intermèdes, c'est pratiquement comme un ballet. Le film commence dans le noir avec, corrige-moi si je me trompe, du Philip Glass. Non, c'est pas Philip Glass, c'est Alan Ovanes. Alan Ovanes, exactement. Compositeur américano-arménien. Exact. Donc, tu sais, puis c'est fou à quel point c'est un film que... Moi, mon ami qui est passionné de musique, c'est fou à quel point on y trouvait 1700 références. C'est un film qui est truffé de tellement de références, tu sais, à la fois musicales, auditives, des archives, vidéos, des citations. Même le titre, en soi, c'est une citation. J'ai fait mes recherches de Saint-Just, que je ne connais pas. Est-ce que lui aussi, c'est un homme d'extrême droite et vous avez trouvé une manière de remettre ça dans la face des gens qui sont plus à droite? Ou... Non, mais en fait, Saint-Just, c'est un révolutionnaire français. Donc, c'était le bras droit de Robespierre pendant la Révolution française. Puis c'était un des plus radicaux, en fait, parmi les révolutionnaires. Lui, guillotiner des gens, c'était nécessaire pour lui. Puis d'ailleurs, cette fameuse phrase de ceux qui font les révolutions à moitié n'ont fait que se creuser un tombeau, il l'a prononcée. C'était une allocution devant la commission des prisons, en fait. Et ce qu'il proposait, c'était... Parce que là, évidemment, tous les nobles avaient été emprisonnés pendant la Révolution française. Et lui, ce qu'il disait, c'est pas suffisant d'emprisonner les nobles. Il faut les exécuter. Donc, il faut les guillotiner tous autant qu'ils sont. Parce que si on ne le fait pas, la possibilité demeure qu'ils sortent de prison puis qu'ils reprennent le contrôle. Donc, si on veut faire la révolution pour vrai, il faut comme éradiquer ce groupe de personnes qui nous ont opprimés, qui nous oppriment depuis toujours. OK. Voilà. Et je suis curieux aussi de ça, dans le sens où est-ce que tu fais des recherches pour le film ou c'est la somme de ta culture qui fait que tu peux mettre ces références-là dans le film? C'est les deux, là. J'imagine, mais... C'est-à-dire, ouais, tu sais, j'ai pas la science infuse, là. Et donc, c'est sûr qu'il y a moi, je prends, tu sais, quand tu fais des... en tout cas, j'imagine que c'est comme ça pour dans toutes les pratiques artistiques, mais tu sais, moi, je suis toujours à la recherche d'inspiration, puis d'idées de films, justement de citations. Donc, quand je lis des choses, quand je vois des choses, s'il y a quelque chose qui m'accroche ou qui m'allume, je le prends en note. Et puis donc, j'ai plein ou bien des cahiers de notes, ou puis là, maintenant, c'est classé dans mon ordinateur pour que je puisse les retrouver. Mais donc, tu sais, je prends plein de notes là, de tout ce que je lis. Donc, il y a plein de citations qui sont dans le film, qui sont des choses que Simon et moi avions déjà lues. Puis après ça aussi, il y a des fois où il y a un moment particulier, on se dit, on n'a pas le... Qu'est-ce que ça serait? Puis donc là, on lit d'autres choses, on cherche, tu sais, comme, voyons, le livre de Kropotkin. Il y a quelques citations de Kropotkin, je pense, 2. L'anarchiste russe, oui. Ouais, français, je pense, Kropotkin. Ah oui?
Non, je dis peut-être n'importe quoi, là, soudainement, mais peu importe. Mais tu vois, Kropotkin, je ne l'avais pas lu avant Qui est un scientifique à la base, non? Ouais, qui s'était inspiré de ses recherches scientifiques pour éventuellement... Je pensais pas qu'on avait parlé de Kropotkin aujourd'hui. Mais oui, OK. Ben, tu vois, moi, je l'avais pas lu avant qu'on fasse le film. OK. Mais sauf qu'il y a 2 citations qui viennent de ces évidemment, j'en avais entendu parler. Puis comme on cherchait des penseurs radicaux, ben ça, c'en est un que j'ai lu pendant qu'on écrivait le scénario du film. Ah ouais, OK. Qui est pas particulièrement... Là, mais en tout cas, qui est pas particulièrement violent, celui-ci, mais que la pensée est radicale. Est-ce que c'est ça? Parce que je l'ai pas lu, malheureusement. Je l'ai lu en surface. J'ai pas... Kropotkin, je ne connais pas malheureusement son œuvre complète. Mais juste par curiosité... Il est pas violent, non, mais il est radical. Ouais, contrairement à, mettons, Lu Bakunin, que c'est un petit peu plus... ouais, peut-être que je connais pas. Okay. J'ai pas lu. Il n'y a pas de stress. C'était un livre que j'avais lu de George Woodcock, puis qui faisait, en fait, il se servait des 4-5 penseurs, en gros. C'était comme une introduction, en fait, à l'anarchisme, puis c'était à peu près 4-5 penseurs. Il fait rapidement une espèce de résumé de leur pensée. Et ensuite, comment ça s'est passé en action, peut-être, du début des premiers mouvements anarchistes jusqu'à l'époque où le livre a été écrit, c'est-à-dire à peu près 2018-19. C'est une réédition. En tout cas, c'était assez intéressant. Puis je me demandais si... voilà. Mais oui, puis je suis curieux aussi, ensuite, comment le film a été reçu. Je sais qu'à Toronto, vous avez gagné le prix du meilleur film canadien. Ben bravo! Merci. Et ensuite, comment le film a été reçu, peut-être, règle générale. Je sais qu'il y a eu une manifestation à un certain point. Est-ce que je me trompe? Pour ou contre le film, je sais même pas. Manifestation, c'est plus compliqué que ça. Mais il n'y a pas vraiment eu de manifestation contre le film, mais il y a eu des manifestations contre le film, ça, assurément. Et deuxième question, une sous-question, comment tu le vis, ça aussi, tu sais? Est-ce qu'il y en a eu, et si oui, comme là, la réponse est oui, mais comment tu le vis, tout ça? Ben en fait, d'une part, il y a une surprise, je te dirais, là, mais avec le recul, c'est sûr que c'est comme... Je veux dire, c'était un film... On voulait faire un film qui ne laisserait pas indifférent, puis qui brasserait la cage. Puis la cage a été brassée, puis il y a eu des réactions... Aucune des réactions ne relevait de l'indifférence. Donc, je dirais mission accomplie. Donc ça, c'est très bien. C'était ce qu'on essayait de faire, puis c'est ce qu'on a eu. Mais tu sais, il y a cette expression en anglais, là, « be careful what you wish for ». C'est sûr qu'il y a eu un côté à un moment donné où c'est quand même... C'est allé assez loin, là. Je vais y venir peut-être, là, mais c'est allé assez loin, puis c'était... Puis ça venait pas de là où on l'attendait, en fait. Donc c'est ça. Mais oui, le film... Écoute, bon, premièrement, on fait le film. T'es toujours un peu en vase clos quand tu fais un film. C'est sûr que tu le présentes à quelques connaissances et tout ça, mais tu sais jamais vraiment ce que tu as entre les mains avant qu'il ne voit le jour. Tu sais. Et particulièrement dans le cas d'un film comme celui-là, tu sais, qui ressemble à rien, puis même si on a plein d'influences et tout ça, là, on n'a rien inventé, mais on s'est inspiré de plein de choses, mais sauf que ça ressemble à rien de spécifique. Le plus proche que j'ai vu, c'est quelqu'un qui avait dit ça ressemble un peu à la chinoise, puis j'ai fait oui et non, là, on s'entend. Ouais, disons que c'est pas le même ton, mais tu vois, c'était une influence. La chinoise, voyons, de l'origine du 21e siècle, qui est un court-métrage de Jean-Luc Godard. Ça, c'est une très grande influence pour nous. Puis Où êtes-vous donc de Gilles Groux. Là. Je te dirais que ces 3 films-là, c'est... Donc, puis ils partagent tous peut-être le côté éclaté que notre film a. Mais c'est ça. Donc, tu sais jamais exactement de quoi qu'est-ce que tentent les mains, tout ça. Puis bon, finalement... Puis aussi, c'est différent des films qu'on a fait auparavant. Tu sais, c'est pas Laurency, c'est très certainement pas Corbeau, c'est pas Le Torrent, c'est pas Le Déserteur. Donc, tu sais... C'est aussi, en tout cas, des fois, c'est difficile parce que tu te dis, les gens m'attendent quelque part, puis là, j'arrive avec quelque chose d'autre. Comment vont-ils réagir? J'avais le même sentiment quand j'ai fait Corbeau après avoir fait Laurency, là. Mais c'est ça. Et donc là, on est invité à aller présenter le film au TIFF. Là, déjà, ça, c'est très bien, surtout qu'ils nous mettent dans Plateforme, là, qui est comme leur section compétitive, internationale. Donc, tu sais, eux, ils avaient comme adoré le film, là, les gens du TIFF.
du Festival de Toronto. Et là, mais c'est ça, ils nous mettent dans la plateforme et on s'en va présenter le film là-bas. Et la première est dans c'est un théâtre, en fait, là, mais qui sert aussi de cinéma pendant le Festival de Toronto, qui s'appelle le Winter Garden Theatre. Puis ça, celui-là, c'est extraordinaire. Là, premièrement, c'est une salle de 1000 places. C'est énorme. Et puis c'est vraiment beau. C'est un vieux théâtre. Puis sa particularité, là, c'est pour ça qu'il l'appelle le Winter Garden, c'est qu'il y a comme plein de plantes grimpantes partout. Tu as vraiment des plantes vivantes partout à travers l'espace. Là. C'est vraiment unique et impressionnant. Puis on dirait c'était parfait pour le film qu'on avait fait. Mais c'est ça. Mais donc, on présente le film devant... puis la salle est à guichet fermé. Il y a 1000 personnes. On s'en va devant au début... présenter le film. On est là, il y a Simon, moi, Hani, notre producteur, puis les 3 des 4 acteurs principaux. Malheureusement, Emmanuelle Lucier-Martinez jouait au théâtre, elle n'avait pas pu venir, mais Charlotte Aubin, Gabrielle Ouliane Tremblay, puis Laurent Bélanger, qui interprète les 3 autres membres du Quatuor, eux sont avec nous. Et là, on présente le film. Le film commence, puis tu sais, ça commence par... je ne me souviens plus, 6 minutes d'amorce noire avec seulement de la musique. Puis là, déjà, il y a peut-être 20 personnes qui quittent la salle. Et puis là, dans ce cinéma-là, en plus, dans ce théâtre-là, une des particularités, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un se lève, c'est des vieux sièges en bois. Puis quand quelqu'un se lève, ça fait « tac ». Donc là, tu l'entends. Donc là, il y a 20 personnes qui sortent. Puis là, le film continue, là, puis plus ça va, là, plus il y a du monde qui s'en va. Là. C'est vraiment... Là, puis à chaque fois, tu les entends, clac. Puis les gens ont de l'air... Ils ont de l'air d'être fâchés. Il y a des gens qui s'en vont il y a des gens qui s'en vont comme littéralement là, en disant tout haut ce qu'ils pensent du film, là, c'est-à-dire tout le mal qu'ils en pensent. Là. Puis ça fait une ambiance là, vraiment, vraiment particulière. En tout cas, enfin, je ne vais peut-être pas embarquer là-dedans, mais il y a des moments où les gens sont partis, puis il y a des moments où ça m'a vraiment choqué, mais okay. T'es pas obligé, tu veux pas, on peut ne pas aller là, mais ça me surprend, ouais. Qu'est-ce qui était... il y a un moment, en fait, je dirais, là, qui m'a choqué, c'est que... enfin... Mais je sais pas, parce que là, ça implique quelqu'un d'autre, puis je ne sais pas jusqu'à quel point cette personne-là serait à l'aise que je dise ça. Il n'y a pas de souci, on skip. Peut-être, je vais garder ça comme pour moi. Mais bref, les gens sortent, mm-hmm. là, mais tu sais, par dizaines et dizaines et dizaines. Okay. Moi, c'est un film qui est long, là, il dure plus de 3 heures. Plus ça va, là, moi, je me dis, ouf, je pense sincèrement, là, je pense que les lumières vont s'allumer à la fin de la projection, puis il va rester seulement l'équipe du film. Je suis convaincu de ça pendant un moment. Okay. Là, je me dis, aïe, là, ça... Ouf. Tu sais, puis c'est la première fois que le film est confronté à un public, là. Tu sais, mais un vrai public, c'est-à-dire pas des amis qui viennent te dire qu'est-ce qu'ils pensent du dernier film que tu as fait pendant que tu es en montage, là. C'est comme l'œuvre finale, ça y est. Puis là, je me dis, ouf, OK, est-ce que ça se peut qu'on ait comme... On a-tu complètement manqué notre coup? Tu sais, tu le sais jamais. Puis là, les gens continuent, puis les gens s'en vont, ils sont furieux. Là. C'est pas assez que leur siège claque les portes en sortant de la salle. Et... Puis là, on arrive au moment fatidique, c'est qu'au milieu du film, pour ceux qui l'ont vu, il y a un intermède. Exact. Hein? Et donc, puis ça, c'est à peu près, ça dure comme 4 minutes et demie. C'est un intermède au son d'une pièce de Burzum, qui est un groupe de black metal norvégien. Et là... Pris en contexte, ça fait rigoler, ouais, excuse-moi. Ouais, mais moi, je le sais, fait que si je le vis, puis je suis comme, oui, c'est cohérent. C'est sûr qu'on voulait brasser la cage, encore une fois. Et donc là, puis là, c'est comme... En plus, en tout cas, on avait fait les réglages techniques pour le son au début du film, puis notre mixeur était avec nous, en fait, puis... Moi, j'ai eu des mauvaises expériences où des films que je projetais, le son était pas assez fort. Puis là, on dirait que ça tue complètement le film. Puis je me disais, là, si le son est pas assez fort, c'est une œuvre déjà difficile, il faut que ça emplisse l'espace, tu sais. Puis là, pendant moi, je me dis, montez le son. Puis Clovis, notre mixeur, nous disait toujours, ouais, mais là, attends, souviens-toi, l'intermède, ça va décoiffer. Puis on arrive à l'intermède, puis effectivement, c'est comme cette pièce de black metal, là, puis j'ai presque du vent dans les cheveux,
tellement c'est fort. Là. C'est vraiment, c'est comme, c'est agressif à un point là, presque inimaginable. Puis là, ça, là, c'en est trop. Là. Il y a 100 personnes. Littéralement, à ce moment-là, il y a 100 personnes qui se lèvent. Ils sont furieux. Ils sont comme, là, c'est quoi? Ça fait 1h30 que le film joue, puis là, vous nous comment dire? C'est pas assez. C'est ça, là c'est comme, ça va être quoi après? Mais sauf que là, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Pendant que les gens se lèvent furieux puis s'en vont, il y a des gens qui sont dans la salle qui, eux, sont vraiment tannés d'entendre des gens vociférer, s'en aller. Puis là, il y a des gens qui se mettent à se lever puis qui se mettent à invectiver ceux qui s'en vont en leur disant, ben, tu sais, partez, là, puis laissez-nous tranquilles. Puis... Donc, il y a comme toute une espèce de dialogue qui se fait dans la pièce entre les spectateurs qui restent puis qui, visiblement, aiment le film et ceux qui s'en vont et qui détestent le film. Puis on se rend au bout de l'intermède, puis là, au bout de l'intermède, on a une ovation debout. C'est-à-dire, et là, à ce moment-là, là, il y a la moitié de la salle est sortie. Là. Il y a 500 personnes qui sont parties furieux, excédées, mais il y a 500 personnes qui sont restées qui nous donnent une ovation debout au milieu d'un film. Ça, j'ai jamais vu ça, là, avoir une ovation debout au milieu d'une projection. Et qui, eux, restent. T'sais. Puis donc là, et à partir de ce moment-là, je me suis dit, ah, ben oui, évidemment, t'sais, c'est sûr que ce film-là allait jamais parler à tout le monde, mais ceux à qui il parle, il leur parle pour vrai, puis ceux à qui il parle pas, il les provoque dans leur dernier retranchement. Puis c'est très bien, t'sais, c'était ça qu'on essayait de faire, c'est ça qu'on a. Et donc voilà, puis là, je me souviens, on se rend à la fin de la projection, puis à la toute fin, on sort juste un peu avant la fin du film. Simon, moi et les acteurs, et Hanny aussi, je pense, était venu avec nous sur scène pour répondre aux questions du public. Puis on se réunit il y a une petite pièce juste derrière la scène. Là. Puis tu sais, les acteurs, ils n'avaient pas vu le film en plus, parce qu'on a fini littéralement la veille de la projection. Là. Ils n'avaient pas eu l'occasion de voir le film. C'était la première fois qu'ils le voyaient. Moi, tu sais, pendant la première moitié de la projection, j'avais cette crainte il s'était tellement donné, puis je me disais, je veux pas qu'ils regrettent tout ce qu'ils ont donné à ce film-là. Mm-hmm. Mais finalement, c'était tout le contraire. On s'est retrouvés derrière la scène, puis on a eu juste ce réflexe, littéralement, on s'est comme tous serrés dans nos bras, là, tous ensemble. Puis, en tout cas, c'était comme une étreinte d'une intensité absolue. Là. C'était comme un moment, c'était vraiment étrange, extraordinaire. Je sais pas trop, là, on était comme passé par toute la gamme des émotions, en fait, pendant cette projection-là. Puis là, c'était comme... Mais on était passé à travers ça ensemble, tu sais. Puis on était passé à travers le tournage ensemble. Puis là, on était ensemble. Puis je pense qu'on était tous comme fiers de... Puis c'était comme... C'est ça, on était fiers de ce qu'on avait fait puis de ce qu'on avait osé faire, en fait. Puis là, on réalisait que ça parlait pas à tout le monde, mais on avait tous, je pense, ce profond sentiment de... Tu sais, mission accomplie, là. Ben oui. Donc, bref... Après ça, donc c'est ça. Alors là, le film, mais là, contre toute attente, après ce genre de projection-là, ben, on gagne le prix du meilleur film au TIFF. Alors là, ça, c'est merveilleux. Puis après ça, on s'en va à Berlin, on s'en va... En tout cas, on a fait le tour du monde avec le film, là aussi. Mais là où ça... comment dire? Où les critiques commencent à fuser, puis comme je disais tout à l'heure, qu'elles ne fusent pas peut-être de là où je les attendais, ni Simon, je pense, ni personne qui était impliqué dans le film. Puis ça, on en a comme un premier avant-goût, en fait, avant que le film soit présenté à Montréal. Puis le premier avant-goût qu'on a, c'est quand... parce qu'il y avait... Gallimard qui avait publié le scénario du film en livre. Puis donc, en tout cas, on a fait toute une petite affaire. Puis on fait un lancement du livre du film à la librairie Port de Tête. Mm-hmm. Et là, il y a comme un groupe de personnes qui viennent au lancement, qui se disent avoir été comme impliqués dans le Printemps érable, qui n'ont pas vu le film, évidemment, parce que le film n'a pas encore été présenté en public, mais qui le détestent déjà. Et là, il y a comme... Dans ce lancement de livre, il y a une séance de questions-réponses et tout ça, puis ils sont furieux contre le film, mais vraiment furieux. Je pense qu'ils ont l'impression, à ce moment-là, puis ça, je pense que c'est une impression qui a été durable.
ce qu'ils nous reprochent, c'est de leur avoir volé leur voix, en fait. Ils disent, vous n'étiez pas impliqués dans le Printemps érable 1. C'est pas votre génération. C'est vrai, ces deux choses-là sont vraies. Vous avez pris l'opportunité qui existait de faire un film sur ce moment-là, puis vous l'avez perverti en faisant quelque chose qui nous... enfin, qu'on pense, parce que là, à ce moment-là, ils n'ont pas vu le film, mais j'imagine qu'ils ont vu la bande-annonce, là, puis ils ont lu à propos du film. Et ce qu'ils disent, c'est ça, vous avez perverti cette opportunité-là en faisant un film qui ne nous représente pas, qui ne dit pas ce que nous, on a vécu, puis bon, c'est ça qu'ils nous reprochent au départ. Là, évidemment, je pense qu'il y a un malentendu, tu sais, parce que ce qu'ils ne savent pas à ce moment, mais ça dérange... Enfin... ça va rester comme, je pense, la source du malentendu jusqu'à la fin. Ce qu'ils savent pas, c'est que nous, on n'a pas l'intention de dire « voici le testament du Printemps érable ». Nous, on fait un film sur 4 personnages fictifs qu'on a inventés, puis qu'on imagine réagir à quelque chose qui s'est passé il y a 5 ans plus tard, mais qui ne se veut pas être, encore une fois, un testament du Printemps érable. C'est un film bien... Tu sais, le Printemps érable, c'est un prétexte jusqu'à un certain point. Un prétexte, on pourrait dire ça, ou plutôt c'est le véhicule pour s'interroger sur l'engagement. Bien sûr. C'était vraiment ça, là, ce qui nous intéressait, c'est-à-dire, voilà, comment on s'engage, jusqu'où faut-il aller quand on s'engage, qu'est-ce qui provoque un changement qui dure, l'idée de la révolution, qu'est-ce que ça veut dire, jusqu'où faut-il aller pour défendre nos idées, quand est-ce qu'il faut s'arrêter, quand est-ce que c'est trop loin, c'est toutes ces questions-là qui nous intéressaient. Puis on s'intéressait aussi, dans un cadre... Le Printemps érable, on voulait le mettre dans un contexte historique québécois aussi. C'est-à-dire, le constat qu'on faisait, c'est que les luttes qu'on mène au Québec sont généralement inachevées. Je veux dire, quand on a fait des référendums... pour se demander si on voulait comme exister comme peuple. On s'est dit non les 2 fois, mais on n'a pas tiré de conclusion de ça. On est juste resté dans une espèce de statu quo un peu étrange. Quand on fait la révolution, on fait une révolution tranquille. Il y a comme une longue histoire de l'inachèvement dans les mouvements sociaux québécois. Puis le Printemps érable nous semblait s'inscrire, en fait, dans cette tradition-là. Puis on se demandait, mais pourquoi on ne mène jamais les choses à terme? Puis après ça aussi, ce qui nous intéressait, c'était d'inscrire ça dans un contexte international, parce qu'il y avait eu le Printemps arabe juste avant. Puis ça aussi, ça nous faisait nous demander, mais qu'est-ce qui fait... Puis le Printemps arabe, ça a été là aussi comme extraordinairement inspirant. Puis un mouvement comme... évidemment, qui a changé des choses à un autre niveau que ce que le Printemps érable a changé ici. Mais sauf que dans la plupart des pays, on est passé d'une dictature à l'ombre lointaine de la démocratie pour revenir à d'autres dictatures par la suite. Donc, c'est comme, il y a eu un cercle, là, une révolution d'ailleurs. Ironiquement, c'est ce que c'est. Là. C'est un tour sur soi-même. Donc, ça nous faisait nous poser plein de questions sur le qu'est-ce qui rend un changement pérenne, En tout cas, et donc, c'était plus ça que l'idée de faire un compte-rendu ou un testament du Printemps érable. Et d'ailleurs, l'opportunité de faire ça, elle existe. Je pense qu'il y avait aussi ce malentendu. Je veux dire, nous, on fait un film. Ça ne veut pas dire que d'autres personnes ne peuvent pas le faire. Là. Non, cet autre film qui Vous n'avez pas confisqué le Printemps érable. Non, c'est ça. Mais il y avait un peu cette idée que, comme nous, on l'avait fait, qu'après, ça serait difficile d'en faire un autre. Je pense que ça, c'est faux. Il y avait après ça aussi cette idée qu'il nous disait... Tu vois, on se faisait dire qu'on avait fait plein d'argent sur le dos des étudiants du Printemps érable. C'est un film on n'a pas été payé, là, Simon et moi, pour faire ce film-là, parce que c'est un film qu'on avait fait avec très, très peu d'argent, qui était extraordinairement ambitieux. On a mené ça, je veux dire, à bout de bras, avec Hanni, notre producteur, avec tous nos collaborateurs, mais on n'a pas fait d'argent, mais je pense qu'il y a des gens qui pensaient que c'était comme si nous et notre distributeur, là, K-Film Amérique, qui est un tout petit distributeur qui défend du cinéma d'auteur et tout ça,
dans leur tête, c'était comme si Paramount Pictures avait fait le film sur vous avez toutes les deux des yachts maintenant, depuis que vous avez fait ce film-là et sous cette noble cause. C'est loin d'être le cas. Mais bref, tout ça pour dire que ce premier soubresaut qu'il y a eu, ça a duré, en fait. Puis quand le film est sorti, quelques mois plus tard, là, je me souviens, parce que quelques mois plus tard, le film est sorti. Puis donc, il y a toute une frange de gens qui avaient été associés au Printemps érable, qui avaient participé, qui ont profondément détesté le film, qui ont fait toutes sortes toutes sortes d'actions. Là, je veux dire, il y avait des appels à la bombe quand le film était projeté. Mon adresse a été coulée dans les... c'est pas très grave, mais il a fallu que je ferme mon compte Facebook parce que j'étais inondé de messages de haine. Puis là, c'était rendu que des membres de ma famille aussi recevaient des messages vraiment... disons inquiétant. Les affiches du film étaient brûlées, etc. Rien, je veux dire, il n'y a pas mort d'homme, là, puis mais c'était confrontant. Il y avait beaucoup de textes aussi qui étaient écrits très, très, très critiques sur le film, puis sur nos motivations, surtout. Donc, c'est ça, il y a eu un peu un procès d'intention, mais après ça, disons, là, je le regarde, sur le coup, c'était confrontant, parce que nous, on pensait en fait que les gens on pensait pas que l'opposition viendrait de ce côté-là. On pensait que l'opposition viendrait plus de l'extrême droite que de l'extrême gauche, disons. Oui. Et pourtant, elle est venue plus de l'extrême gauche. Mais ce qu'on s'est dit, c'est que... puis avec le recul, encore une fois, c'est un film qui voulait pas laisser les gens confortables. On voulait brasser la cage, on voulait confronter. C'est ce qu'on a fait. Puis il y a des gens qui ont été très fâchés par le film. Je respecte leur opinion. Puis voilà, ils avaient le droit de ne pas aimer ça. Ils avaient le droit de remettre en question nos motivations. Ils l'ont fait. Il y a eu tout un débat autour de ça. On en a parlé. Alors, moi, j'ai pas de regrets par rapport à ça. Puis je le regarde de manière bien... Évidemment, pendant que ça se passe, c'est plus stressant. Mais sauf que... c'était la réponse que ce genre de film-là, je pense, appelait. Puis donc, elle est venue, la réponse. Puis ceci étant dit, je veux juste souligner ceci, parce que c'est pas tous ceux qui ont été impliqués dans le Printemps érable qui ont détesté le film. Il y a plein de monde qui était impliqué puis qui sont venus nous voir pour nous dire, ça nous a vraiment parlé, puis ça nous a fait nous poser des questions, puis ils ont aimé le film, même s'ils ne le voyaient pas comme un portrait de leur engagement personnel. Exact. Je vois qu'il nous reste pratiquement 2-3 minutes. Je te propose en fait de, comme on dit en bon français, de plugger les prochains projets dans lesquels... en fait, tes prochains projets, tout simplement. Qu'est-ce que tu fais? Comment on peut te suivre, voir ce que tu fais? En fait, j'ai plusieurs projets en développement. Donc, j'espère en tourner un l'automne prochain. C'est un film ça s'intitule « Gagne ton ciel ». Enfin, je pense que ça s'intitulera « Gagne ton ciel » parce que des fois, les films changent de titre en cours de route. Alors, on verra. Mais si tout va bien, j'aurai un prochain film l'année prochaine, donc en 2024. Après ça, j'ai 2 autres projets, en fait, qui sont en développement, que c'est plus dur de dire quand est-ce qu'ils vont être tournés. Il y en a un qu'on commence à déposer aux institutions là, au mois d'août prochain, donc... Dans le meilleur des cas, c'est un film qui se tournerait aussi l'année prochaine. Puis j'ai un autre film que je développe à l'extérieur du Québec, en fait, qui est une adaptation d'un article sur un film qui se passe dans le passé, justement, pour suivre avec ton observation, basé sur un fait historique. Mais ça, c'est un projet de plus longue haleine, alors c'est plus difficile d'évaluer quand est-ce qu'il sortira. Mais voilà, je continue à écrire des films, puis j'espère qu'ils seront sur les écrans prochainement. Génial. Mathieu Denis, merci beaucoup. Merci à toi.